quelques secondes. Je vous laisse prendre votre place, finir votre café. Vous avez bravé le beau temps pour vous enfermer, au moins 2. Et pour parler un petit peu d'IA. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être présente et présent pour la 24e DEF CON du magazine Programmé. Donc je rappelle le principe des DEF CON, des développeurs conférences, c'est toujours le même format. Une après-midi que l'on va passer ensemble et on finit par une pizza party à la fin aux alentours de 7h15, 7h30, voilà. Et comme la dernière fois, pour ceux qui étaient présents, ce sera là-haut au niveau de la cafétéria de l'école. Voilà. Alors j'ai peut-être prévu un petit peu grand au niveau pizza, mais tant pis. Voilà, vous aurez de quoi manger dans le train ou en rentrant chez vous. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu d'IA. Donc c'est une petite technologie qu'on entend un petit peu parler ici ou là, évidemment, depuis quelques années maintenant. Alors je rappelle quand même que la notion d'IA, c'est pas ChatGPT qui l'a inventé, c'est pas OpenAI qui l'a inventé, c'est pas Musk qui l'a inventé non plus, évidemment. C'est une notion qui date du milieu des années 60. En fait, et même encore un petit peu avant, en fait, on a les premières théorisations du principe de l'intelligence artificielle au milieu des années 50, début années 60. Donc ce n'est pas du tout un concept nouveau. Ce qui change aujourd'hui, en fait, c'est la facilité d'accès à ce genre de technologie. Et c'est bien évidemment l'usage que l'on peut en faire et la plomberie que l'on a derrière. Et on va voir durant toutes ces sessions-là un petit peu l'arrière du décor et comment en fait on va mettre en place un petit peu tout ça. Donc, tout d'abord, évidemment, on remercie nos partenaires qui, sans eux, la conférence ne pourrait pas se faire. Microsoft, qui était partenaire du hors-série IA de décembre dernier et qui est partenaire de ce numéro-là, évidemment. Et si vous êtes Microsoft, je crois que c'est le 26. Voilà, c'est le 26 mars. À Paris, donc c'est une conférence Microsoft autour de l'IA. Merci aussi à notre partenaire et sponsor FIPARCO. Merci à toutes les équipes de 42. Merci à la régie de 42 qui font toujours un bon travail. Voilà. Et les replays seront disponibles d'ici fin du mois sur notre chaîne YouTube et sur programmé.com. Et évidemment, le magazine Programmé avec son nouveau logo. Voilà, parce qu'on a un nouveau logo maintenant, incroyable mais vrai. C'est le premier nouveau logo depuis presque 30 ans. donc, comme quoi on innove un petit peu tout le temps. Donc, comme je vous ai dit, merci à FIPARCO de nous soutenir et d'être partenaire du magazine. Donc, c'est une société qui est spécialisée dans le portage salarial, donc activité très pratique si vous êtes en indépendant, freelance, profession libérale et auto-entrepreneur, bien évidemment. Donc l'agenda, on va essayer de le respecter si tous les intervenants sont bien présents. Donc ça va être la grande surprise, voilà, ce qui nous en manque un toujours. Mais les autres vont arriver. Donc vous me supportez encore quelques secondes et ensuite je laisse la parole à Frédéric, alors qui sera tout seul. Voilà, Anne ne sera pas là. Il va nous parler un petit peu des nouveautés autour de Surface et de Copilote plus PC. Et nous parler plus du côté développeur, voilà, parce qu'il y a quand même des petites choses à dire dessus. Ensuite, on va avoir génération d'images locales avec Stable Diffusion. Donc c'est Raphaël, je l'ai vu quelque part. Il est là, voilà, il est devant. Ensuite, on a la pause café aux alentours de 15h50, 15h55. Si tout va bien, délivrez vos larges modèles en serverless avec Guillaume. Donc je ne l'ai pas encore vu, on croise les doigts pour qu'il soit bien là. Voilà, ça va être la surprise de l'après-midi. Ensuite, Émeric, qui n'est pas là, mais qui est proche de venir, voilà. Il va nous dire comment on peut se remplacer soi-même par des agents IA.
Voilà, ça c'est sa grande passion, donc on va en savoir un petit peu plus dessus. Ensuite, on va continuer par coder avec des agents. Donc c'est Frédéric Malo de Checkmarx qui va nous en parler. Et comment, effectivement, au quotidien, en fait, ça va aider le métier du dev et comment ça va nous aider, effectivement, à coder plus vite et peut-être un petit peu mieux. Ça peut arriver aussi de mal coder, donc on va voir un petit peu tout ça. Et on va finir la journée par une session l'IA face au diktat du court terme. Et c'est Adèle, ingénieur IA chez Intel, qui va clôturer en fait cette longue journée. Et ensuite, on va migrer là-haut pour la pizza party, comme d'habitude. Voilà, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser à l'intervenant plutôt à la fin de la session ou durant la pause café si l'intervenant est toujours là. Je vous souhaite une très bonne après-midi avec nous. Encore une fois, nous sommes ravis d'être là. Et c'est toujours très sympa de montrer un petit peu l'état de l'art de la technologie. Donc ça, c'était notre hors-série IA de décembre dernier. Donc il est toujours disponible sur le site programmer.com. Le numéro actuel, le 267, qui est sorti fin janvier, qui est toujours disponible. Le prochain sort dans 3 semaines. Voilà. Et alors, je vous tease quand même un petit peu le prochain hors-série qui sort le 4 avril. Ce sera un spécial 50 ans de Microsoft. Voilà, parce que Microsoft va fêter en fait ses 50 ans dans quelques semaines. Voilà, donc c'était l'occasion de faire un petit topo sur tout ça. Technosaur, donc on a fait un spécial console aussi, donc qui est sorti en automne dernier, 150 pages sur les 55 consoles qui ont fait l'histoire du jeu vidéo. Voilà, donc ça c'est disponible sur Amazon.fr et sur programmer.com. Nos prochains événements que vous retrouverez sur programmer.com et sur notre site Meetup. Les prochains Meetup, c'est le 1er avril, donc c'est dans les locaux d'OVH Cloud, qui sont juste à côté en fait, hein, ils sont à 5 minutes d'ici, avenue de Clichy. On va parler de visual scripting ou comment en fait s'en servir comme un no-code côté dev. Ensuite, le 13 mai, on va avoir une double session IA. Donc c'est l'IA et la musique. Et c'est Benoît qui va nous en parler. Voilà, il est au fond de la salle. Et la deuxième session portera plus sur toutes les réglementations légales et notamment l'IA Act. Et il va nous, voilà, donc c'est une session qui va nous recadrer un petit peu tout ça et les bons usages que l'on doit avoir au niveau réglementaire et légal. Et la prochaine DEFCON, donc la DEFCON numéro 25, ce sera le 5 juin prochain à l'ESGI, donc à côté de Nation. Et on va parler Green IT et éco-conception. Donc là, du côté vraiment extrêmement pratique, et on va vraiment parler matériel, infrastructure, data center, serveur évidemment, et bien entendu au niveau du code. Voilà. Et bah, je pense que c'est tout pour moi, voilà, et je laisse la parole à Frédéric. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Ok, bah, il me faudrait le prénom de chacun d'entre vous. Non, je plaisante, heureusement. Bon, moi je m'appelle Frédéric Vicaire. Alors juste avant de me présenter, en 2025, une application sans intelligence artificielle est une application inexistante. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est IDC, et ils l'ont dit en juillet 2023. Et ça, chez Microsoft, on connaît plutôt bien. Une application qui n'utilise pas aujourd'hui d'IA est une application inexistante, dans le sens où personne l'utilise. Et quand je dis que chez Microsoft, ça on connaît bien, nous on avait Windows Phone quand même. Okay. Donc super téléphone, pas d'app, pas de chocolat, pas de téléphone. Okay. Voilà. Donc on connaît très très bien. Donc si vous développez des applications, qui développe des applications dans la salle? Tout le monde a levé la main. Comme c'est pas filmé, je peux raconter ce que je veux. Donc tout le monde a levé la main, sauf les timides qui ont dit je développe pas ou je fais développer. Donc il faut mettre de l'IA. On va parler beaucoup de cloud dans les différentes présentations, parce que quand on parle IA ou intelligence artificielle aujourd'hui, on pense beaucoup aux data centers dans les clouds pour pouvoir faire de l'IA dans tous les sens. Et moi je vais vous parler d'un petit finalement paradigme ou une controverse, c'est de faire de l'IA en local. Voilà. En fait, non. Je suis schizo, je vais faire de l'IA hybride. Donc je m'appelle Frédéric Vicaire.
Ça s'écrit vicaire comme ça, pas comme un évangéliste vicaire, même si je suis évangéliste chez Microsoft. Donc je suis pas encore, et c'est presque une annonce, je suis Technical GTM, Go-to-Market, sur l'IA hybride, notamment avec les copilotes plus PC. Je suis l'auteur du livre « Tout le monde peut avoir la chance de comprendre l'intelligence artificielle ». Donc je peux dire que je suis auteur, hein, parce que j'ai fait un livre. C'est pas un e-book, et c'est moi qui l'ai écrit. Non, je veux dire, par là, c'est pas ChatGPT. Parce que je l'ai écrit avant que ChatGPT sorte, où je parlais de GPT tout court, et pas le papa de Pinocchio, pour ceux qui suivent. Et, ça va être ce niveau de vanne, hein. Ok, on est bien là? Ouais, ok, il faut digérer, ok. Je suis aussi l'auteur, ou co-auteur d'un article pour le Conseil de l'Europe qui s'appelle la reconnaissance faciale et les données personnelles. Pareil, avant qu'on en parle. Avant qu'il y ait l'IA Act et avant que tout le monde se dise « Ah ouais, c'est vrai, notre visage, quand même, ça serait intéressant d'en faire une loi, au moins des textes éthiques ou de loi. » Voilà pour ma petite présentation. Mais avant tout, je suis développeur. Ouais. C#. Ah non, pas Python, Berg. Alors, non. Oui, merci. Merci. Plus fort, s'il vous plaît. C'est très bien, C#. Je fais du React, donc je fais du front. En fait, vous savez, le full stack développeur, hein, parce que je suis seul. Voilà. En fait, c'est pas un choix, hein, full stack développeur. C'est quand vous êtes seul, bah, vous êtes seul. Et du coup, je fais aussi de l'UX design en tant que développeur, donc des trucs moches. Donc je fais du React, je fais des applications Windows, je fais beaucoup d'applications web, je fais beaucoup d'applications avec de l'IA. Il n'y a pas une seule application aujourd'hui que je ne développe sans IA, de manière avec l'IA, parce que je suis un fainéant, pardon, parce que je suis un développeur. C'est presque synonyme, hein. Un bon fainéant est un bon développeur et vice-versa. Donc, ça, oui, exactement. C'est comme Bing. Bing is not Google. Bing is not Google. Et donc c'est récursif, c'est cool. On peut aussi dire because is not Google, mais si vous faites Bing, c'est récursif. Vous l'aviez celui-là? Ah non, je l'ai inventé, je ne sais pas si c'est vrai. D'accord? C'est pas une teasing, une légende Microsoft, je ne sais rien, c'est la mienne. Voilà. Allez, on va sur la présentation, il y a beaucoup de choses à dire, et puis je vais faire surtout l'essentiel. Un message important, marketing surtout, mais malgré tout important. Jusqu'à présent, le device, c'était le PC, si vous voulez, hein, c'est une commodité. Je m'en fous, hein, parce que j'ai besoin d'accéder à des applications web, etc. Donc, on veut passer au device devient une stratégie. C'est-à-dire que une stratégie d'entreprise, c'est une stratégie où on va réfléchir avec l'IA. Comment j'intègre l'IA dans mon entreprise, comment je l'intègre dans mes applications. Et ça soulève énormément de questions, pas que techniques, hein, mais aussi de gouvernance, de sécurité, de éthique, de loi, et ainsi de suite. Et on veut faire en sorte que le device s'inscrit dans cette stratégie-là, parce que l'IA sera exécutée également sur un certain type de device. Donc on va parler, nous, des surfaces, mais je sais qu'il n'existe pas que des surfaces, hein, bien sûr, et surtout des copilotes plus PC. Et ça fait partie intégrante de la stratégie Microsoft et de notre CEO Satya. Je suis très souvent en phase avec ces stratégies, ça tombe bien, hein, quand on est employé MS, hein, quand même. Mais j'étais pas forcément en phase avec Steve Ballmer. Ouais. Vous savez, open source, c'est le cancer de Microsoft. Le mobile, j'y croirai jamais. Internet, ça marchera pas. Le mec, il est vraiment très très bon. Très très bon. Alors que Satya, c'est l'open source, c'est de la diversité dans le. Je parlais de C#, mais c'est de la diversité aussi dans le langage, c'est de la diversité sur les plateformes, c'est pas mal de choses. Bien sûr, c'est notre CEO, c'est aussi les dollars. C'est pas enregistré, on est d'accord, hein? Si? Ah merde. Ok, c'est pas grave, j'assume. Et on n'est pas une association en but non lucratif. Dans notre stratégie, on a des copilotes partout. Alors, copilot, c'est pas un produit, c'est pas un service. Qu'est-ce qui nous reste chez Microsoft? Du coup, c'est pas un produit, un service, c'est juste du branding. Okay, c'est une marque. Et aujourd'hui, on a changé notre manière de présenter Copilot plusieurs fois. Copilot, imaginez que c'est une interface utilisateur qui permet d'accéder à de l'intelligence artificielle en multimodal. Multimodal, texte, voix, image, donc texte, audio, image, donc vidéo, etc., etc. Et ce copilote-là, c'est lui qui me donne accès à de l'IA, donc à des agents cette fois-ci, et c'est les agents qui vont faire le boulot. Alors aujourd'hui, on le découpe comme ça, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois, et j'espère que ça restera le cas dans quelques mois. Sinon, on se revoit et je redis autre chose. Donc, quand on voit Copilot en haut, ça dépend à qui on s'adresse. Si on s'adresse à de la productivité individuelle ou collective, on est sur Copilot Microsoft 365, okay, ou M365 Copilot. Si on s'adresse aux développeurs, on va parler de GitHub Copilot.
Si on s'adresse à la sécurité, on va parler de sécurité copilot, etc., etc. Donc il y a un copilot presque par persona ou par métier. Tout en bas, on a le device. Bah oui, pour accéder à n'importe quoi, une application, un site web, j'ai besoin d'un device, peu importe lequel. Donc chez nous, ça s'appelle, la gamme s'appelle Surface, mais on travaille aussi avec nos OEM, Dell, Samsung, Asus, sur les devices. Et l'idée, c'est de pouvoir accéder à de l'IA en local, et bien sûr, évidemment dans le cloud. Et entre les deux, il y a nous, les développeurs, où on va développer des stacks AI complètement customisés. On va développer notre propre copilot si on veut, parce qu'on ne veut pas utiliser celui de Microsoft, on va utiliser le nôtre, on peut l'appeler comme on veut. Ça, c'est l'idée entre les deux. Et mon travail habituellement, c'est de faire en sorte que je puisse avoir une application qui fonctionne sur mon device, même quand je ne suis pas connecté à Internet, avec de l'IA, et aussi dans le cloud. Ça se fait depuis longtemps, ça. À la maison, j'ai une machine essentiellement au début de gamer, hein, mais elle a suffisamment de CPU et de GPU pour faire tourner des modèles, même les entraîner, c'est super. Bon, je ne peux pas trop la transporter. La tour, elle fait presque 80 cm de haut, j'ai 4 écrans à la maison, je ne vais pas me balader avec. Par contre, ma Surface Pro, là, elle a aussi une capacité. Elle a moins de CPU, elle a moins de GPU, je ne joue pas avec, en tout cas pas à certains types de jeux. Et en revanche, elle a un autre type de processeur qui s'appelle NPU. Neural Process Unit. Et ce processeur, il est spécifiquement fait pour traiter les instructions d'intelligence artificielle de réseaux de neurones. Voilà. Et il consomme peu en termes de watts par rapport à ma CPU et ma GPU. En gros, il ne fait pas tourner le ventilo. C'est pas mal ça. Mais je peux quand même lui demander de faire des choses. Ça ne veut pas toujours dire que c'est plus performant en revanche. Hein. Parce qu'on vous dira, notamment chez nous, ceux qui font que du marketing, qui disent ouais, c'est plus performant. Non, c'est plus performant si je débranche mon chargeur et que je ne mets pas la CPU en must best à fond. Là, c'est plus performant que la CPU. Si je suis branché, la CPU aujourd'hui est encore plus performante. Mais ça dépend des modèles. Okay, ça dépend. Par contre, elle est plus gourmande. Donc ça s'appelle Copilot plus PC, c'est comme ça qu'on l'a baptisé. Donc on a deux gammes de produits autour de cette NPU. On a les AIPC, qui sont des PC qui ont un tout petit processeur NPU qui fait à peu près 10-15 trillions d'opérations par seconde, ce qui n'est pas énorme. Et les nouveaux, Copilot plus PC, on les a baptisés comme ça. Donc c'est toute une gamme, hein, que ce soit chez nous, Surface, ou chez nos partenaires Dell, Asus, Samsung, etc. C'est la même terminologie. Copilot plus PC, ça veut dire que dans le PC, vous avez un processeur NPU qui fait au minimum 40 TOPS, donc 40 trillions d'opérations par seconde. Mais ça peut être plus. Donc là, j'ai un PC Surface Pro ARM, donc un Snapdragon de chez Qualcomm, et le chipset NPU, il fait 40 TOPS. Dans mon sac, j'ai un Intel qui a le même form factor, hein, c'est exactement le même, c'est un Intel donc sur une base x86, et lui, il est à 48 TOPS. Voilà. Mais c'est plus de l'ARM. Donc là, j'ai 20 heures d'autonomie, sur l'autre, j'ai à peu près la même chose. Bon, et comme j'ai des vieux réflexes, je reste branché quand même. Donc, c'est ce qu'on va retrouver en fait sur nos devices. Et notre discours, c'est de dire, c'est pas juste cloud, c'est pas juste device, c'est un monde entre les deux, un monde un peu schizo et hybride, où j'ai besoin du cloud parce que j'ai une performance dans le cloud que je peux pas aujourd'hui avoir sur les devices en termes d'exécution, d'inférence de mes modèles IA. Je peux pas l'avoir, ni à l'échelle. Et un milieu entre le hardware où j'ai besoin de temps en temps d'exécuter des choses localement, pour plein de raisons. Ça peut être, j'ai pas Internet, ou j'ai une connexion un peu hasardeuse. Moi, je prends le train, je fais Strasbourg-Paris toutes les semaines. Strasbourg-Paris, je suis sur mon téléphone pour regarder une série Netflix et je vais prendre un café de temps en temps, ou très souvent, parce que la connexion n'est pas dingue. Par contre, si j'ai besoin de travailler et d'exécuter de l'IA en local, je peux le faire sur mon hardware. Donc ça, c'est intéressant. Autre raison, j'ai envie d'envoyer des données dans le cloud qui sont confidentielles. C'est-à-dire, je veux le faire, mais je veux anonymiser des données ou transformer les données. Donc je peux le faire localement avant de les envoyer dans le cloud. Parce que je fais confiance quand même au cloud, mais je veux anonymiser mes données. Ou à l'inverse, je veux rien mettre dans le cloud. Donc je veux avoir mon modèle en local. Je veux un modèle qui m'aide à coder, mais en local. Bon, il faut être juste un peu plus patient. Je veux avoir un modèle qui m'aide à chatter, avoir un assistant conversationnel en local, avec le bon contexte, je peux, mais sans aller dans le cloud et donc en restant
sur mon PC. Et puis l'hybride, c'est que là, on va avoir un modèle, vraiment, le terme est plutôt bien choisi, c'est un coup, je vais dans le cloud, un coup, j'y vais pas. Mais c'est pas moi qui décide toujours. J'ai pas de connexion, bah, c'est local, j'ai une connexion, c'est cloud. Ou je demande une tâche à mon agent en local, mais il n'est pas assez bon en raisonnement, donc c'est pas lui qui va le faire, et comme il est connecté, il peut s'adresser à un agent dans le cloud pour faire le boulot. Vous voyez, ça peut être ça, la règle d'entreprise qui dit, ou la règle d'exécution dans mon appli, qui dit le mode hybride, il fonctionne comme ça. Ça peut être des sous, c'est-à-dire j'utilise un service dans le cloud, d'un coup, là je suis allé trop loin, ça va me coûter cher, hop, et je repasse en local. Par exemple, faire du speech to text ou du text to speech, ça marche très très bien dans le cloud, mais ça marche aussi très bien en local si on a les modèles. Voilà, ça peut être aussi une question de sous, mais pas que. Donc on va retrouver un certain nombre de, voilà, de pourquoi c'est important de faire du local. Donc, alors l'instantanéité, franchement, alors je ne teste pas tous les clouds, mais je fais beaucoup d'Azure. L'instantanéité avec les services GPT-4o mini ou un Phi 4 ou un Claude 3.7, c'est humainement très instantané. Hein, peut-être même plus que sur mon device. Donc là, je mets un bémol. Par contre, la connexion, j'en ai parlé. Je veux récupérer des informations qui sont sur mon device, mais qui ne sont pas dans le cloud. Ça, c'est super intéressant. Cost saving, bien sûr, si vous l'exécutez localement, ça vous coûtera moins cher que si vous utilisez un service dans le cloud. Normalement. Parce que là, j'ai utilisé des modèles qui sont gratuits. Gratuit, c'est quand même moins cher. Et c'est pas parce que c'est gratuit que je suis le produit. Vous savez, vous connaissez. Hein. Là, j'utilise vraiment gratuit, des fois open source. Enfin, là, j'ai utilisé un modèle qui est intégré dans Windows. Si ce n'est qu'il me faut une petite machine quand même. Hein. Celle-ci. Voilà. Mais je l'achète qu'une fois. C'est pas la conso. Offline et privé et des raisons de frugalité, si on peut dire ça en français. Je veux utiliser ma NPU sans me connecter, sans faire tourner la CPU, la GPU, sans faire tourner le ventilateur, en gardant mon autonomie de 10, 14 ou 20 heures, en faisant de l'IA en local. Sur des devices qui ont été en tout cas notés comme les devices, le top 1 du device le plus respectueux de l'environnement, si vous voulez, en termes de matériaux recyclés, en termes de... Vous pouvez l'ouvrir et vous pouvez tout changer dedans, il n'y a rien qui est figé. Et on file le plan, en fait, et toutes les pièces sont numérotées, vous pouvez les changer si vous le souhaitez. Donc en termes de réparabilité, il a le meilleur indice. Et en termes de cost, après, si vous voulez les revendre, ils ont aussi le meilleur marché de revente, les surfaces aujourd'hui. Ça paraît bête, mais c'est jamais. Aujourd'hui, on veut partir d'une machine qui dure à peu près 3 ans à une machine qui dure à peu près 6 ans. Sacré défi. Pas environnemental forcément, mais défi parce que l'IA, ça avance vite. Donc c'est un sacré défi. Mais comme on peut remplacer un certain nombre de choses à l'intérieur, c'est intéressant. Voilà, alors moi je vais vous faire je vais passer tous les trucs un peu... la surface c'est génial, c'est le meilleur PC au monde, blabla, ok. Ah, j'avoue que c'est vrai, enfin c'est vrai, je suis totalement pas objectif. J'ai volontairement choisi ce petit form factor, j'avais le choix entre un laptop 13 pouces, 15 pouces ou ça. En tant que dev, j'ai quand même vachement hésité. Hein. Je me suis dit, le laptop... J'ai vu toutes les vidéos TikTok où on peut l'ouvrir comme ça sans qu'il bouge, quoi. Comme le Mac. Okay. Mais à la maison, j'ai 4 écrans. Enfin, 3 écrans pour celui-ci. Donc, le petit écran, c'est quand je me balade. Et puis à la maison, je branche. J'ai mes 3 écrans pour développer. Je pense qu'il y en a un de trop. Mais ça fait toujours classe quand vous avez... Bon, je vous montrerai une fois mon chez moi. Mais c'est vraiment très, très bien. Et donc, je suis persuadé aujourd'hui que ce laptop-là me convient. J'ai un clavier que je peux détacher qui est Bluetooth, donc je peux travailler avec le tourner et continuer avec mon clavier et ma souris. J'ai un stylet qui est intégré, j'ai dû zoomer, et qui me permet de switcher mes slides. Ça paraît bête, mais j'ai quand même acheté un Logitech, je ne sais pas combien, pour rien. Voilà, c'est des petits trucs. Donc le stylet, 2 caméras, une avant, une arrière, je trouve que c'est assez pratique, etc. Si on revient sur l'IA, parce que ça, c'est pas de l'IA, c'est que du matériel, avec ma NPU, pour tester, pour vous montrer qu'en fait, on peut utiliser de l'IA en local, on a mis plein de petites applications à disposition qui peuvent paraître grand public au départ, mais qu'on peut utiliser, nous, en tant que professionnels, si on le souhaite. Donc, ce sont des applications qu'on va trouver dans le store. Alors, il y en a beaucoup en preview pour l'instant, parce qu'on est au début de l'histoire. Alors, je vais commencer par celles qui ne sont pas en preview. Le Improve Windows Search. Donc, tout le monde connaît Windows Search. On sait qu'on cherche, on sait qu'on ne trouve pas. Okay, enfin, c'est comme tous les moteurs de recherche. Ça s'appelle moteur de recherche d'ailleurs. Ouais, non?
Moi, je trouve rien. Alors, je suis peut-être le seul au monde à utiliser Bing depuis que ça s'appelle Live Search. Donc, je trouve des choses quand même très orientées. Donc, dès que je trouve un truc, c'est sûr. Alors, avant MSDN, maintenant Learn, MS Learn. Right, profilé. Okay. Si je tape n'importe quoi, mon premier hit, c'est MS Learn. Voilà, c'est très subjectif, très objectif, je ne sais pas. Ça dépend comment on se place. Si j'utilise Google, je trouve rien. C'est normal, je n'ai jamais utilisé. Donc, j'ai pas de profil. Donc, j'ai pas de super reco en fait dans Google. Sur Windows, j'ai un peu le même problème, ou plutôt Outlook. Si je veux ne pas trouver un truc, je vais utiliser la recherche Outlook. Okay, ça, je suis sûr, je dis, ah ben non, je n'ai jamais vu ton mail. Parce que je vais mettre des mots-clés. Vous savez, recherche à l'ancienne, on met des mots-clés. Là, avec le Windows Search sémantique, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, je vais pouvoir mettre des mots et rechercher le sens du mot. Si je dis, je cherche un... Alors, ce que j'avais vu, c'était un gars avec un t-shirt rouge, que vous connaissez peut-être chez nous, ou un polo rouge. Du coup, il va me trouver toutes les infos où il y a un polo rouge. Ça peut être dans du texte, ça peut être dans une image, ça peut être dans une vidéo, peu importe. C'est indexé et je le retrouve. Okay. Alors l'indexation, ça va utiliser la NPU sur mon device. Donc il va indexer ça. Il va prendre chaque élément de ce que je lui demande d'indexer et il va en faire une recherche sémantique. C'est ce qu'on appelle la vectorisation, l'embedding, quand on fait du cloud. C'est exactement ce qui va se passer. Donc on va vectoriser les éléments pour pouvoir les retrouver de manière sémantique. Donc on a une recherche améliorée. Et avec cette recherche-là, on a rajouté Recall. Recall qui est un retour vers le futur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous rappeler ce que vous avez fait il y a 3 jours, il y a 10 jours ou il y a 90 jours. Ah, j'étais dans une réunion et le gars, il avait un fond bleu. C'est tout ce que je me rappelle. C'est chaud à trouver. Ben là, vous tapez dans Recall un fond bleu et il va vous retrouver toutes les informations où il y a un fond bleu, notamment le Teams que vous avez fait où il y avait un gars avec une caméra et un fond bleu. Okay. Et là, vous dites, comment il fait ça? Il prend un snapshot tous les X secondes de votre écran et il l'indexe. Vous dites, ouais, mais la privacy, ça marche comment? Alors, tout est local. Pour y accéder, je dois montrer ma petite bouille, je dois avoir Windows Hello, alors soit la bouille, soit un code, donc sinon j'y accède pas. Donc si quelqu'un essaie d'aller sur mon Recall pour voir ce que j'ai fait dans la semaine ou le mois, il peut pas, parce qu'il a pas à moins de me piquer mon code, ou mon visage, moi j'utilise mon visage. C'est toujours possible de m'endormir. Une photo, ça marche pas. Mais bon, là, on vient dans des trucs un peu bizarres quand même. Si c'est juste ouvrir mon écran en dormant pour aller chercher un truc que je... Voilà. Et je peux, dans ce recall, remonter et dire aussi j'exclus des applications, j'exclus des URL. Et en entreprise, c'est l'IT qui décide si c'est activé ou pas. Par défaut, c'est désactivé. Et c'est l'IT qui dit j'active le recall sur telle ou telle policy, sur tel ou tel groupe de personnes. Et c'est moi qui décide, dans l'IT, si les snapshots durent 30 jours, 60 jours ou 90 jours. Combien de snapshots? Quelles sont les applications que j'exclus? Quelles sont les URL que j'exclus? Si je veux enlever des URL de type authentification, où je ne veux pas qu'on voit un certain nombre de choses, je peux les enlever. Si je veux éviter que dans l'entreprise, on voit que je vais toujours sur Amazon, je peux l'enlever. Okay. C'est juste pour aller voir si mon livre se vend, c'est tout. Et pour acheter plein de trucs, évidemment. Comme François, des trucs des fois qui ne servent plus à rien après. Je ne suis pas seul, Non, si, j'ai l'impression d'être seul, de me faire matrixer par les pubs. Ok, alors je vais vous montrer un peu les recalls, etc. Puis je vais peut-être revenir sur les autres applications. On a un click to do, donc une fois qu'on a fait le recall, qu'on a l'écran qui arrive, on peut dire qu'est-ce que je peux faire avec. Alors si c'est du texte, on peut récupérer le texte, même si c'est dans une image. Si c'est une image, je peux lui faire un clic droit, dire mets-la dans Paint. Okay. Mais une fois qu'elle est dans Paint, je peux utiliser Paint sans acheter de licence autre de produits hyper intelligents et qui font des trucs super. Mais avec Paint, je peux enlever des objets, je peux enlever le fond, je peux... Voilà. Et avec l'IA, c'est pas juste un copier la couleur et colorier. J'ai la super résolution. Vous chopez une photo sur Internet, des fois, qui est pas top en termes de qualité, qui est tout petite. Vous lui dites, OK, je veux une super résolution. Tu vas passer de 640 par 480 à une image HD. Okay, et il recompose les pixels. Je ne dis pas que ce n'est pas une photo incroyable, mais si vous avez un visage un peu flou, vous pouvez le rendre moins flou. Si vous avez des objets flous, vous les rendez moins flous, voire une écriture. Et le co-créateur, c'est l'artiste que nous avons tous en nous et quelquefois qui se cache très très bien, comme le mien. Okay. Alors je vais vous montrer tout à l'heure un co-créateur. Et puis j'ai d'autres choses en termes de communication qui sont plutôt orientées professionnelles. Quand vous utilisez
Qui utilise Teams ici? Ok, alors Zoom, c'est à peu près pareil. Google Meet? Personne. Non, je plaisante. À peu près pareil, ok. Et tous les autres, vous faites que du face-to-face en vrai à la machine à gaver. C'est ça? Ouais, vous avez bien raison. Quand on fait du Teams ou autre chose, mais là c'est pour Teams, je peux flouter mon arrière-plan. Je peux faire en sorte d'être blush, tout beau, avec le petit plugin Maybelline de chez L'Oréal. Il existe vraiment. Voilà. Et là, bon, c'est très bizarre parce que vous allez dans l'extrême, dans le beau. Moi, j'ai des grands sourcils et un rouge à lèvres. Et c'est moche. Testez, vous allez voir. Enfin, sur les mecs, c'est moche. Mais qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux demander à Teams d'isoler le son, de faire en sorte qu'on m'entend moi, mais pas mon entourage. Si quelqu'un passe l'aspi ou fait la perceuse, etc. Et ben ça, vous pouvez le déléguer à l'IA en local et plus le demander à Teams pour éviter de bouffer de la bande passante, notamment. Donc c'est Windows Studio Effect qui va le faire en local. Il va faire le flow, il va faire l'eye contact. Donc ça, c'est génial. Vous lisez un document et tout le monde a l'impression que vous regardez à fond la caméra. Okay. Ça existe, hein, vous prenez un NVIDIA Broadcast, je le fais avec mon NVIDIA chez moi, mais là, c'est pas NVIDIA, donc je ne peux pas le faire. Donc là, je peux regarder mon écran, je peux lire, et tout le monde a l'impression que je continue, mes yeux sont fixés sur la caméra. C'est très agréable, quand vous êtes vous de l'autre côté, d'avoir l'impression que la personne vous regarde. Et c'est très dur de tout apprendre par cœur, pour la personne qui doit faire le pitch, justement, comme je le fais là, et qui n'a rien de par cœur. Ça s'entend, j'imagine. Et du coup, quand vous avez un prompt, plutôt que d'acheter un prompteur, bah, vous le faites avec l'eye contact. Si vous avez une carte NVIDIA, prenez Broadcast NVIDIA, ça marche super, mais ça bouffe un peu la carte graphique, hein, faut pas faire 15 000 trucs en même temps. Et si vous avez un Copilot plus PC, vous pouvez le faire directement sur le Copilot plus PC. Et puis le live caption, pour l'instant, c'est une traduction uniquement en anglais. Vous pouvez parler n'importe quelle langue, ça traduit directement en live en anglais. Alors pour l'instant, c'est que de la voix vers du texte, que en anglais bientôt dans toutes les langues. Donc vous pourrez choisir de quoi vous parlez et vers quoi. Donc ça existe déjà dans Teams, mais du coup, si c'est dans Windows, vous pouvez l'utiliser aussi dans n'importe quel outil de communication à distance. Et vous allez bientôt pouvoir le faire, alors ça viendra d'abord avec Teams, ça c'est sûr, du translate voice to voice. Je parle en français, les gens m'entendent en japonais. Moi, je trouve ça génial. Hein. M'entendre parler en japonais, je l'ai testé, c'est génial. Il parle en japonais avec mon accent français. Enfin, je crois. Je lui demande de parler en anglais, il parle en anglais avec mon accent français. Et là, je suis sûr, en revanche. C'est incroyable. Donc j'ai enregistré ma voix et je lui ai demandé de parler dans une certaine langue, enfin là en anglais, en japonais, en allemand, et il le fait vraiment avec ma langue. Donc ça arrive d'abord dans le cloud et à chaque fois on descend les fonctionnalités pour le faire exécuter par la NPU pour que ce soit en local et que ça ne prend plus de bande passante et ça ne prend pas d'espace de traitement dans le cloud. Et on a tous nos partenaires ici qui sont présents, il y en a plein d'autres, hein, qui ont commencé à développer des IA en local en utilisant la NPU. Ils ont déjà fait ça à l'époque avec la GPU, hein, notamment. Moi, j'utilise par exemple, qu'est-ce que j'utilise là-dedans? Audacity, j'utilisais. Maintenant, j'utilise DaVinci Resolve, par exemple, pour faire du montage vidéo. Aujourd'hui, ça peut consommer ou ça fait de l'IA sur ma NPU. Ça le fait sur ma GPU quand j'utilise mon autre device, mais ça le fait aussi sur ma NPU ici ou je l'ai mis sur l'autre. On a des éditeurs sur la sécurité, des éditeurs donc dans le média. J'ai parlé de DaVinci Resolve, mais on a aussi Adobe, etc. Microsoft Defender qui va arriver avec de l'IA qui va utiliser la NPU et ainsi de suite. Et surtout, vous allez pouvoir vous aussi développer une application qui consomme des modèles qui consomment la NPU. Alors avant, donc je vous montre juste le search. C'est une vidéo. Je peux le faire sur cette vidéo parce que je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais voilà. Je cherche quelqu'un qui... voilà, une présentation verte. Voilà, hop. Et j'ai une présentation avec du vert à l'intérieur. Voilà. OK. C'est des bambous, en l'occurrence ici. Là, je vais taper bambou, je vais retrouver des bambous, donc des photos où il y a des bambous, alors que le titre de la photo, il n'y a pas marqué bambou, ni dans les détails de la photo. C'est juste parce qu'il a compris que la photo, c'était des bambous. Et je vais pouvoir retrouver comme ça mes documents sur... bon, après, on est dans PowerPoint, il n'y a rien de dingue. Hein, mais, donc, on fait de la sémantique. Le recall, alors je ne l'ai pas sur ce device-là, j'ai sur l'autre, parce qu'en fait, notre IT interne l'a désactivé. Je ne sais pas pourquoi. OK, je pense que
On est quasi 200 000. Je pense qu'on n'est pas tous 200 000 aware de comment bien utiliser l'IA. D'accord. Donc, je l'ai sur mon autre device où j'ai que mon compte perso. Et Recall me permet de dire, donc de voyager dans le temps. Donc, quand j'ouvre l'application Recall, hop, je dois montrer ma bouille. Voilà. Donc là, je m'appelle Robin maintenant. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Ah, voilà. Et il va charger la timeline en haut, qui est en fait tous les screenshots. Ici, je crois qu'il y a une 60aine de jours déjà, où je peux revenir sur tout ce que j'ai fait sur mon écran. Voilà, mon souvenir, mes souvenirs sur mon écran, ou mes écrans si vous en avez plusieurs. Et quand j'ai du texte, je peux cliquer sur le texte. Donc il y a de l'OCR derrière automatiquement pour récupérer le texte, pour en faire quelque chose. Si je fais une recherche en haut, comme il est en train de le faire ici, il cherche quelque chose de spécifique, ça va lui afficher tous les éléments textuels ou visuels où les mots apparaissent, donc soit dans le texte, soit dans l'image, c'est-à-dire pas le texte dans l'image, mais l'image qui veut dire quelque chose. Et je peux, parce que là c'était dans Teams, ouvrir Teams. Il a le programme associé en fait à ce recall. Et ensuite faire ce que je veux, parce que je me retrouve dans PowerPoint, dans Teams, etc. On passe 7 à 8 heures par semaine à faire de la recherche. Je n'ai même pas dit à trouver de l'info. Donc là, si on peut gagner du temps pour trouver de l'information et revenir exactement à l'endroit où on s'est arrêté dans le temps, moi j'aime bien. Ah oui, alors l'autre vidéo n'est pas la même, c'est que quand je vais dans mon petit recall en bas, je dois montrer, alors normalement je dois m'authentifier, voilà, hop, pour redémarrer en fait recall. Je peux me mettre en pause, je peux le redémarrer. Encore une fois, je peux choisir et j'ai un contrôle qu'on n'avait pas quand au tout début on l'a sorti. Quand on l'a sorti au tout début, c'est hey, open bar, snapshot, aucun contrôle, tout le monde peut aller sur le PC, etc. Je rappelle, ici, là je peux dire combien de temps je les garde, les snapshots, etc. Je rappelle que c'est full local, il n'y a rien qui est envoyé dans le cloud. Je peux me déconnecter du réseau, il n'y a rien de mes snapshots, de tout mon recall qui est envoyé dans le cloud. Okay. Il n'y a que les policies IT internes qui sont redescendus à la connexion pour filtrer tous les settings. Okay. Et si c'est l'IT qui décide, je ne peux plus les changer. Donc ça, c'est important. Donc le click to do, c'est un clic droit hyper évolué, c'est tout. Bon, c'est sympa, mais voilà. Ça, c'est bien avec Recall, donc comme on le voit ici. Là, c'est que du texte. Donc l'OCR, c'est automatiquement des... hop, je sais pas si... je n'ai pas démarré mon zoom. Là, il me dit, je peux résumer ça, je peux l'expliquer, je peux le réécrire. Okay, le texte, par exemple. Donc, c'est des actions spécifiques. Et quand c'est une image, je peux la ramener ici. On l'a ramené dans Photo. Et dans Photo, je peux faire de la suppression de contenu. Donc, l'IA va recomposer des pixels qui seraient derrière. Si vous voulez enlever un bateau sur un lac. Ou ici, un logo sur une photo. Et puis Co-Creator, alors là, je vais plutôt vous faire une démo. Je vais juste arrêter le slide ici. De Co-Creator, parce que moi, je l'aime bien. Je suis connecté à Internet, oui. Ok. Donc, vous allez voir, si vous ouvrez Notepad aujourd'hui, alors je ne sais pas si, je l'ai vu sur mes différents devices, vous avez un copilote de Notepad maintenant. Okay. Alors, je ne sais pas si c'est parce que moi j'ai une copilote plus PC, mais dans Notepad, si j'y retourne, juste pour vous montrer. Oui, si j'ai ici un petit réécrire, par exemple. Donc, bon, c'est pas le logo copilote, mais on peut réécrire un certain nombre de choses dans Notepad. Moi, c'est mon premier réflexe. Quand j'ai une réunion avec quelqu'un, j'ouvre Notepad. On me dit, tu fais quoi? Je prends des notes. Bon, il paraît qu'on a un truc qui s'appelle OneNote, nous, mais ouais, Notepad. Depuis que je peux le fermer sans enregistrer, que je redémarre et rouvre les sessions, je l'adore. Je suis le seul? C'est hyper simple, quoi. Notepad, tac. Voilà. Bon, là-dedans, j'ai différentes options. Je peux utiliser le co-creator, je peux créer des images. Donc là, c'est du DALL-E 3 derrière. Donc je donne une description, il génère une image. Donc c'est intégré à Paint. Je peux utiliser ma gomme pour supprimer de intelligente ingénérative ou supprimer l'arrière-plan. Donc là, moi, je vais l'utiliser en tant que co-creator. Pardon, hop, il était déjà affiché. Et je vais mettre un petit prompt. Allez, je vais dessiner une maison en campagne. Okay, voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, la première fois que je vais lui demander de générer quelque chose, il va envoyer ce prompt dans le cloud quand même, pour vérifier si c'est pas un truc un peu tordu que je veux dessiner. Okay, dans le prompt. Si c'est violent, si c'est haineux, si c'est de l'automutilation, je ne sais pas comment on traduit self-farming en français à part automutilation, etc.
Donc il y a un petit hit quand même dans le cloud. Et puis je vais lui dire, moi je suis un artiste qui fait du croquis à l'encre. Okay, et je vais dessiner une maison. Vous êtes prêts? Alors je vais tout donner. Hein. Okay, je dessine ma maison. Personne rigole. Voilà, j'ai à peu près le talent. Alors non, ma maison c'est ça. Ouais, c'est bien ça. Allez, je vais prendre ça. Je sais pas pourquoi il a changé après. Donc voilà, je dessine une maison. Voilà. Alors ça fait. Si vous avez des enfants en bas âge, vous êtes un héros là. Ok. Si vous avez un patron en bas âge, vous êtes un héros aussi. ou proche, très loin. Mais donc ça c'est. Après ça reste une image. Donc si je veux continuer à mettre quelque chose, par exemple, si je veux mettre ici, est-ce que je peux. Alors, pourquoi je ne peux pas remplir ça? Ah, ok. Bon, j'aurais dû le faire avant. Je pense que. Ouais. Bon, là, j'ai mis du vert. On voit ici qu'il met du vert en haut parce que moi, j'aime bien être à la tête à l'envers, a priori. Mais donc, on peut mettre des couleurs et lui demander de générer ça à chaque fois. Et puis, je peux gérer son niveau de créativité. Parce que si je descends le niveau de créativité, en fait, ça va ressembler beaucoup plus au dessin que je suis en train de faire que, bon, là, évidemment, comme j'ai pris un dessin déjà bien dessiné, mais d'ailleurs, il a recomposé le toit. Et si je donne beaucoup de créativité, là, là, c'est samedi soir, quoi. Waouh, ok. C'est exactement la même maison, hein, mais avec samedi soir, quoi. Ok. Ah, donc ça, c'est co-créateur. Après, ça reste une image. Vous en faites ce que vous voulez. Donc moi, je trouve que c'est bien. C'est gratuit. C'est inclus dans la machine. Et à chaque fois que je l'utilise, ici, vous avez, ça, c'est ma NPU. Vous voyez les pics ici, c'est à chaque fois qu'il a dessiné. Donc il a utilisé ma NPU avec l'IA ici pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc c'est des tout petits pics là. Il n'y a pas grand-chose. Donc on va le faire dans une application tout à l'heure métier. Et pour développer une application métier, donc pour faire de l'IA en local, vous avez plein de solutions. Moi, j'ai LM Studio, j'utilise Ollama, donc j'utilise des modèles qui sont sur GameFace, sur Ollama ou ailleurs. J'ai plein de solutions. Et puis j'ai une solution qui s'appelle Windows Copilot Runtime aussi, qui lui inclut automatiquement toutes les fonctionnalités que vous avez vues dans les différentes applications que je vous ai montrées. Donc ça fait partie de Windows, le Windows Copilot Runtime. J'espère qu'on le rebaptisera Agent Runtime, mais qui s'appelle Copilot Runtime pour l'instant. Enfin, ce que j'aimerais, c'est un runtime agent au-dessus, un agent SDK au-dessus, qui est disponible depuis le 7 février. Oui, c'est ça. Sur de l'ARM et sur de l'Intel, mais alors il n'y a pas toutes les fonctionnalités encore. Donc ça va arriver, hein, ça arrive. Et donc qu'est-ce qu'on a? Eh ben, j'ai mon chipset en dessous, hein, ma NPU, ou ma CPU ou ma GPU. Donc là, on va parler NPU. J'ai un runtime qui s'appelle Onyx, qui est un runtime que nous, on a créé, open source, qui vous permet en fait de faire des modèles d'intelligence artificielle multi-plateforme hardware. C'est-à-dire que si vous utilisez du TensorFlow, du Scikit-learn ou autre comme outil de machine learning ou de deep learning et que vous générez après un modèle, avec Onyx, ce modèle sera possiblement exécutable sur de la CPU, sur de la GPU, voire les deux, et sur de la NPU. Okay, donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça s'appelle Onyx Runtime. Et puis, comme c'est un truc un peu bas niveau, même si c'est pas compliqué, mais pas toujours accessible pour tout le monde, on a développé le Windows Copilot Runtime qui, lui, vous permet en fait tout simplement d'avoir accès via des API classiques, très simples, d'accéder à tout ce qui est en dessous. Donc, au niveau, donc pour l'instant, en C#, donc pour faire des applications Windows ou web au passage, mais ça marche. Ouais, donc là, j'ai une appli web qui tourne en local, juste parce que j'avais fait au départ un front C# et un back C# et un front React, et j'ai des applications Windows aussi. Et donc, le Windows Copilot Runtime vous donne accès à tout ça dans des modèles qui sont embarqués dans Windows. J'ai rien à payer, à part Windows, mais je sais pas, c'est payant Windows, je crois pas. 10 minutes. Ah pardon, je travaille dans la bonne boîte moi, mais quand on achète un device, c'est inclus dedans. Maintenant, vous passez de Windows 10 à 11, etc. facilement, donc ça va. Bon, il faut quand même être sur l'insider, donc il faut être au moins sur la build dev ou bêta pour y avoir accès. Donc moi, je suis sur la dev, et donc tous les matins quand je démarre mon PC, je croise les doigts, parce que c'est quand même un développeur derrière. Donc j'y accède à Phi-Silica. Phi-Silica, c'est un donc Phi 3.5.4 et Phi-Silica sont nos modèles SLM, Small Language Model, qu'on peut exécuter où on veut, notamment localement. Donc Phi-Silica, c'est le plus petit modèle en termes de milliards de paramètres. On parle de milliards.
mais qui est quand même plutôt capable de faire un certain nombre de choses, réécrire, résumer, discuter, traduire, donc quand même pas mal de choses localement. J'ai un OCR localement, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est souvent suffisant. Il ne marche pas bien sur de la main, c'est les trucs écrits à la main. Donc là, j'ai un autre modèle que je peux utiliser qui est OmniParser, qui fait ça très bien. Localement, où j'ai Document Intelligence Service que je peux utiliser aussi localement, qui est alors lui la Rolls. L'image super résolution, ça permet d'augmenter la résolution d'une image. L'image segmentation, ça permet de détacher des objets d'une image. L'image description, ça permet de faire une description d'une image textuelle, qui n'est pas dingue, mais bon, et supprimer un objet dans une image. Alors, par exemple, hop, ici, vous avez une application qui est dans le store, une application Windows qui est dans le store ici, qui vous permet de faire ça, par exemple. Vous avez ici accès à plein de modèles que vous allez pouvoir, par exemple, je veux faire du texte, générer du texte, et là, j'ai un catalogue de modèles. Donc là, moi, j'ai déjà chargé un Phi 3.5 sur mon PC, mais j'ai un catalogue de modèles. Je veux faire du Phi 3, pas 3.5, mais 3, du Mistral, du Phi 4 mini, mais comme j'ai que 16 Go de RAM, il ne voudra pas, etc., etc. En passant par cette appli, j'entends bien, parce que si je prends LM Studio, ça fonctionne. Donc là, je peux utiliser, mais ça va utiliser ma CPU ou ma GPU. Okay. Par contre, on a ici WCR, Windows Copilot Runtime, donc rien à voir avec du Rally. Alors là, je ne sais pas d'où je sors cette ref, en revanche. Donc, à part de jeux vidéo, parce que, voilà. Et donc là, je peux accéder à Fisilica, et voilà, donc là, il a fait son petit pic ici. Je pense qu'il est en train de charger le modèle, parce que je ne l'avais pas encore chargé. Depuis avant, j'avais redémarré. Et donc là, vous avez Fisilica qui est en train de décrire quoi. Je lui ai demandé de se présenter lui-même. Et voilà, il est en train de le faire. Et là, vous avez le nombre de tokens par seconde qu'il est en train de réaliser sur mon application Windows en utilisant la NPU. Donc si je reviens sur la NPU, on voit ici qu'elle est en train de travailler. Si vous la voyez travailler constamment, c'est que le moteur d'indexation est lancé. Voilà, je vous le donne si un jour vous avez un truc qui vous dit qu'est-ce qu'elle a, la NPU, je ne sais pas, la caméra allumée, etc., elle s'excite. Voilà. Donc si je régénère, voilà, vous voyez que où j'ai cliqué sur le bouton, la génération elle s'est lancée tout de suite, une fois que le modèle est chargé. Ça paraît bête, mais le premier token, c'est 230 millisecondes, quand on a peu de contexte, et un peu plus quand on a beaucoup de contexte. Et vous avez à peu près 20 tokens par seconde. C'est pas encore très très rapide, mais on travaille dessus. L'OCR, vous prenez du texte, enfin une image, et il ressort le texte. La super résolution, je vais lui mettre un scaling, et là vous voyez avant-après. Je ne sais pas si vous voyez la différence, le flou là sur les mains, là, par exemple, ou sur le texte. Et puis ici, voilà, là on est en haute résolution. Bon, de loin, avec le vidéo, on voit moins, mais la segmentation de l'image, on va garder le personnage. Voilà, par exemple, tout bêtement, en mettant 3 points ici. Et puis la description de l'image, voilà, il est en train de générer la description. Donc toujours avec ma NPU qui travaille. Alors celui-ci, une fois sur deux, je ne sais pas pourquoi, dans l'appli, il crache. Voilà. Est-ce qu'on est dans les 1 ou dans les 2 là? On va voir. Ça sent le... Ah non, ok. Donc il a pris l'image. Alors dans le code qu'il a fait, il a pris l'image, il fait une haute résolution de l'image d'abord et après il fait une description. C'est pour ça qu'on a cette latence-là, ce qui n'est pas une obligation. Donc ça, vous pouvez le télécharger sur le store. Vous avez aussi un autre qui s'appelle Windows Copilot Runtime Sample, qui là, je vais demander de créer la session. Donc quand je clique sur créer la session, il va télécharger Fisilica si Fisilica n'est pas encore téléchargé via Windows Update. Et quand c'est le cas, je peux lui demander, je vais le faire ici en faisant un streaming, donc je vais lui dire, raconte, je sais pas moi, présente-toi, ouais. Voilà. Hop, pardon. Voilà, et c'est parti, il se présente et il me parle dans une langue que je ne connais pas. Okay, il a décidé de parler cette langue-là. Alors je vais mettre en français, ce serait bien. Ok, donc ça c'est du français de chez moi sûrement. Ok, voilà, bon, je ne sais pas ce qu'il a. Bon, une autre option que j'aime beaucoup, c'est que dans ce modèle-là, vous avez la possibilité de rajouter du filtre de contenu. Donc, est-ce que le prompt est hateful, sexuel, etc. ou la réponse. Toujours embarqué en local, etc., etc. Donc ça, c'est Windows Copilot Runtime Sample. Et puis moi, j'ai développé un sample qui s'appelle le souffleur. Donc, je vous montre rapidement comment il fonctionne. Je vais synchroniser les données. Donc là, je vais demander à un agent dans le cloud de synchroniser mes données. J'ai mes rendez-vous et il m'a dit que... Alors, je vais juste lui demander
un vrai... je sais pas si j'avais cliqué sur le bon, du coup. Je lui donne des rendez-vous et je lui dis, dans l'agenda en cloud, tu me catégorises mes rendez-vous s'ils sont pro ou perso. Et j'ai une règle d'entreprise qui dit, les dîners ou les déjeuners, c'est perso. Okay, donc le déjeuner avec l'équipe, c'est perso, c'est grisé. Et ensuite, je synchronise. Donc là, cette fois-ci, je demande à mon agenda en cloud, je fais, va me chercher toutes les infos des clients, là, les 2 clients que je vais aller visiter dans la CRM, l'historique et blablabla. Je veux également que tu me donnes la documentation produit, qui sont ici des machines à café et des distributeurs de boissons. Et je veux que tu me donnes également la documentation technique de ces produits parce que je suis le technicien de maintenance et j'ai besoin d'aide. Voilà. Et on a une bande passante de fou. Ok, super. Donc là, c'est synchronisé. Maintenant que c'est synchronisé, allez, je me déconnecte. Je suis offline et je peux utiliser le coach. Donc là, je peux lui dire de résumer. Voilà. Je vais lui demander de résumer les infos clients. J'ai pas sélectionné le client. Bon, peu importe. Mais si je sélectionne le client et que je lui demande, il va résumer sur les infos du client. Je vais juste vous montrer ça dans une vidéo parce que je vois que le timing, voilà. Ici, j'ai le contexte du client. C'est le même appli. Hein. Je lui pose la question, résume-moi, il fait le résumé. Et ensuite, quand je lui pose la question de, par exemple, je dois changer la pompe, il va me donner tout le guide de la pompe dans le contexte. Donc moi, j'ai gardé le contexte en local et je le donne tout simplement à Ficilica pour qu'il fasse le boulot. Je n'ai pas une grande fenêtre de token, mais dans cet exemple-là, c'était assez suffisant et il a bien retrouvé la référence du produit, la référence de la pompe, etc. Ensuite, si j'avance dans ma journée, je vais prendre un rapport. Donc là, dans le rapport qui est là, ce rapport, je vais le faire à la voix. Donc j'ai des modèles de speech to text en local, toujours offline. Ah, il n'y a pas de son. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de son. Mais en fait, là, je dicte, j'ai réparé la machine à café, blablabla, et ça l'écrit. Et une fois qu'il l'a écrit, je vais lui demander de générer un rapport de maintenance. Et j'ai le rapport de maintenance qui se fait. Et la dernière fonctionnalité que j'ai pu faire, donc tout ça en local, c'est, là, j'ai besoin à nouveau de mon agenda en cloud, d'où l'hybride. Donc je vais prendre une photo. Donc là, c'est une photo de ma machine à café chez moi. Vous noterez le petit clavier surface à côté, le message subliminal. J'entoure un élément, donc là c'est la prise. J'entoure un autre élément, donc j'ai utilisé mon stylet avec mon écriture de cochon. Voilà, la pompe, elle a été changée. Je me reconnecte et ensuite je demande à mon agent, cette fois-ci dans le cloud, de créer une vraie description de l'image. Et il a bien compris les annotations. J'ai bien écrit prise, j'ai bien écrit ici pompe changée, avec mon écriture, pas de médecin, mais quasi. Okay, non, pas quasi, on est d'accord, oui, je sais. Les médecins, ils signent tout le temps, en fait. Ils écrivent jamais. Il y a des médecins dans la salle. Et à la fin, je génère un rapport, enfin, je clôture ma journée et je lui demande de générer un mail de retour. Donc là, toujours avec l'agenda en cloud. Donc juste pour vous montrer que ça fonctionne, donc je suis toujours en mode local. Si je vais ici, là-dessus, voilà. J'ai réparé la machine à café du client. J'ai pas un diagnostic particulier à faire, j'ai juste changé la pompe et j'ai mis une C3000. C'était sympa, il m'a offert un café, on a bu une bière et on s'est dit au revoir. Ça marche. Okay. En vrai, en local. Oui, ouais. J'ai pas vérifié. Et on s'est dit au revoir. C'est ça que j'avais dit, en fait. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on dit encore en alsacien. C'est pas vrai, effectivement. Et après, je peux générer le rapport. Donc, cette application, elle est développée avec le Windows Copilot Runtime et avec les speech to text unbundling. Donc, je peux le faire dans les deux sens et je mets le code à disposition bientôt sur GitHub. Si vous allez sur mon GitHub, vous tapez Frédéric Vicaire sur mon GitHub, vous avez un virtual teacher qui est une dinguerie que j'ai adoré faire, mais qu'avec des agents dans le cloud. Et bientôt, il y aura celui-ci complètement en mode, le souffleur, complètement en mode hybride, déconnecté, que vous allez pouvoir utiliser. Et voilà, si vous avez des questions. Je passe les slides. Merci. Bonjour, merci d'être là. Ouais, alors il y aura de la plomberie, du code, on ne va pas en voir, vous allez comprendre pourquoi. Donc on va parler de génération d'images en local, c'est-à-dire sur cette machine-là. Je vais vous faire une ou deux démos au début et après j'ai enregistré les choses sur mon PC et j'ai accéléré le temps de génération pour qu'on ait le temps de voir des choses. Parce que comme l'a expliqué Frédéric, bon, des fois ça met un peu de temps. Voilà. Donc je m'appelle Raphaël Sémété, moi je travaille chez Worldline. Juste une question, qui c'est qui connaît Worldline? Levez la main là.
Ouais, 3 personnes, 4, super. J'ai bien fait de venir. Donc depuis 99, j'ai découvert aujourd'hui que j'étais plus vieux que Microsoft, mais j'ai pas pu voir la démo en réel. Voilà, ça vous donne. Mes parents faisaient la révolution dans Paris à ce moment-là, je pense. J'étais pas encore là. Donc je suis basé à Paris, je suis professeur de yoga, on va voir que c'est important. Et puis là, vous avez des infos pour me suivre, mais ça, c'est peut-être à la fin. Vous pourrez, une fois que vous aurez vu la presse, si ça vous intéresse, peut-être vous allez chercher à me suivre. Ou pas. Et mon surnom, c'est Rafiki. Bon, on voit, il fait un peu du yoga. Worldline, qu'est-ce que c'est? En gros, 10 secondes, c'est la meilleure boîte de la Terre. On fait du paiement. On est 7000 ingénieurs un peu partout dans le monde. On fait de la R&D, on fait pas mal de choses. Et moi, chez Worldline, j'ai fait pas mal de choses aussi, développeur, architecte, de gros systèmes d'information. Et là, maintenant, je m'occupe des relations avec les développeurs et de toute la partie un peu évangélisme, technique, etc. C'est pour ça que je suis là et que je fais des prêts sur des sujets que vous allez voir. Il n'y a aucun rapport avec Worldline ni avec le paiement. Donc, qui c'est qui connaît Worldline maintenant? Là, tout le monde. Non, gardez la main levée. Ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, vous n'avez pas suivi. C'est clair. Qui c'est qui connaît Microsoft? Levez l'autre main. Voilà, inspirez profondément et en expirant, non, vous descendez les bras tout lentement. Voilà, je vous ai dit que j'étais prof de yoga, vous avez fait du yoga. Bon, c'était très rapide. Bon, on va arrêter ces trucs avec Worldline, avec le yoga et on va parler de génération d'images. Parce que je vais vous faire un voyage à travers ça, à travers le voyage que moi j'ai fait sur un use case en fait que j'avais. Ok. Moi, mon but, c'est générer des images de postures de yoga. Et le problème des postures de yoga, il faut que ce soit précis. Si on dit la main ici, c'est pas la main ici, c'est pas la main ici. Okay, quand on guide, quand on est en train de donner le cours de yoga, ou quand on explique la posture. Donc les postures, elles doivent être précises. La photographie, c'est pas toujours la meilleure option parce qu'on n'a pas forcément l'angle de vue qu'on veut, etc., où on voit pas bien le détail qu'on veut expliquer. Donc ça m'embêtait. Et utiliser des images d'Internet, en vrai, on n'a pas le droit. Il y a des histoires de droit quand même, sur le droit à l'image, etc. Donc, comment l'IA générative peut aider? Donc ça, c'est une lubie que j'avais depuis des années. Depuis des années, je me disais, un jour, on va y arriver, on va le faire, etc. etc. Et il y a ma femme, vous allez voir, elle est importante dans la présentation, ma femme, qui me disait, mais t'es débile, ce que tu veux faire, laisse tomber, je sais pas pourquoi tu fais ça, prends des photos ou va donner des cours et puis arrête avec tes trucs de geek, quoi. Mais quand l'IA générative a commencé à arriver, là, il y a quelques années, là, je me suis dit, là, je peux reprendre un peu mon délire et voir ce que je peux faire. Donc, je vais parler un petit peu de Stable Diffusion. Je vais introduire 2-3 trucs. Après, on va faire une première démo et après, on va rentrer au fur et à mesure dans comment on rentre dans mon use case. Donc, Stable Diffusion, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle de génération d'images qui est né dans des labos universitaires en Allemagne. Ils ont fait une innovation qui s'appelait le Latent Diffusion. Et on va revenir sur qu'est-ce que ça veut dire Latent et Latent Space. Okay, mais c'était vraiment ça leur innovation. Vous voyez, c'est 2021. Hein. C'est il y a 4 ans, quoi. Mais on est dans le temps de l'IA, enfin de la Gen AI, on va dire, donc tout s'accélère. Ils ont utilisé de la diffusion qui était guidée par clip, on va voir ce que ça veut dire. Ça vient d'OpenAI, au passage. Ils ont utilisé le dataset Lion, qui est une communauté en Allemagne qui a utilisé, labellisé, tagué des millions et des millions d'images. Et très vite, ils sont associés avec des entreprises comme Runway ou Lither AI. Stability AI est une entreprise à part. Elle a fourni d'abord de la puissance de calcul au projet, puis elle a fini par embaucher la plupart des chercheurs initiaux. Bon, maintenant, il y en a qui sont partis, qui ont créé aussi leur boîte concurrente aussi. Et ils sont désormais Stability AI, qui est une start-up londonienne, donc on est en Europe avec tous ces modèles-là, et qui sont mainteneurs des modèles Stable Diffusion. Ok, alors les modèles, ils sont diffusés sous licence dite ouverte, open en anglais. Alors j'ai toute une conf sur qu'est-ce que ça veut dire open pour les LLM et l'IA. Je ne vais pas rentrer dedans. Il y a ces notions d'IA responsable avec des licences de type Open Rail, donc Open Responsible AI License, qui en gros restreint l'usage. Faites pas des trucs pas bien avec et tout, etc. À partir de là, ça peut pas être open source dans la pure et dure définition d'open source. Okay, et puis, à partir de la version 3.5, les entreprises qui font un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros, dollars, etc., là, il faut payer une licence à Stability AI. Donc, on voit qu'il y a des restrictions qui sont faites, mais l'idée, c'était quand même qu'on puisse réutiliser le modèle, voire le modifier, le fine-tuner, l'adapter, le spécialiser. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'il y a des communautés qui se sont créées, qui sont très très dynamiques. D'abord autour des modèles eux-mêmes,
Donc avec du fine-tuning et la création de modèles qui sont spécialisés sur des thèmes, sur des styles spécifiques en fonction de ce qu'on veut générer. Il y a d'autres types de modèles complémentaires comme des refiners, upscalers, ControlNet, on va en voir certains dans les démos. Et puis des notions plus légères de patch, de LoRa, qui permettent de patcher un modèle facilement. Okay. On a aussi des communautés autour de l'outillage avec des IHM qui se posent au-dessus de ces modèles-là pour pouvoir les utiliser de manière plus facile. Et toutes les démos que je vais faire, ça va être dans une de celles-là. Et on a des outils qui facilitent le fine-tuning, donc c'est-à-dire la création de ses propres versions de modèles adaptés. Et puis on a des communautés de partage où on se partage les modèles, les prompts, les tutoriels, des images même. Donc on a GainFace qui est connu de manière générale pour l'IA, on en a qui sont plus spécialisés comme Civit AI, où là on retrouve énormément de modèles par exemple. Et puis on a Stable Horde, là c'est une idée de rentrer dans un cluster distribué de puissance de calcul en partageant sa propre puissance et du coup en bénéficiant aussi des GPU, de tous ceux qui sont dedans. Donc, je vais présenter Comfy UI, puisque ça, c'est l'outil que je vais utiliser pour faire les démos. Donc, c'est une IHM qui permet de créer des workflows qui vont réaliser donc, de la génération d'images et des traitements autour de toute cette génération-là. C'est une solution qui est vraiment très intéressante. Elle tourne en local. Elle est intuitive, modulaire et personnalisable. Les gars qui ont créé ça, bon, et après il y en a qui viennent de lancer leur boîte là, hein, à San Francisco. Ils viennent de Stability, Google, etc. Ils sont très malins et ils ont compris que en fait, créer une plateforme sur laquelle d'autres pouvaient fournir des nœuds personnalisés qui réalisent d'autres types de traitements, etc. Bah, c'était une puissance énorme puisqu'après on compose en fait des workflows en reliant des nœuds comme ça. En dessous, bien sûr, c'est du code, c'est des traitements Python en fait, qui sont exécutés sur la machine. Okay. Et donc, à partir de ça, on peut faire du text to image, image to image. On a les nœuds personnalisés que j'ai dit. Et là, c'est sur licence GPL3 communautaire. Et donc, on a beaucoup de contributions, de tutoriels, de plugins, d'extensions qui existent. Ils viennent de sortir une version desktop de la solution. Là, je la fais tourner en local sur mon PC, mais dans la version web. Okay. Donc, on va commencer par une démo très simple. Et là, cette démo, je ne vais pas faire l'enregistrement, je vais essayer de la faire en local direct, histoire que, quand même, vous voyez un peu les choses. Donc, est-ce que vous voyez bien, là, à peu près? Donc là, on est dans l'IHM de Comfy UI. Okay. Et donc là, j'ai créé un workflow plutôt simple. On va revenir sur les détails de ce que font les différentes boîtes du workflow, etc. Mais en gros, je charge un modèle, j'ai des prompts, on va voir ce que c'est, prompts positifs, négatifs. Et puis là, j'ai toute la partie sampler, c'est là où va se passer tout le calcul mathématique, toute la génération d'images. Et puis, on affiche l'image une fois que c'est fait. Donc là, dans le prompt, moi, je lui dis en anglais, girl doing yoga, pose du lotus, je veux qu'elle ait un pantalon bleu, etc. Et puis en négatif, je veux pas qu'elle soit moche, défigurée, qu'elle ait trop de bras, trop de jambes, ou ce genre de choses-là. Donc là, je lance. Donc là, ça tourne en local et en direct. Donc on voit les différentes étapes, parce que je vais demander 20 étapes, et puis je lui ai dit, montre-moi les images au fur et à mesure que tu la génères. Donc on voit qu'il est en train de générer l'image au fur et à mesure. Okay. Voilà, et il va nous l'afficher à la fin, une fois qu'elle est générée. On a vu au passage ce qu'il utilise comme RAM, VRAM, GPU, etc. Donc ce que ça consomme beaucoup, ces modèles-là, c'est surtout la VRAM et la RAM aussi, bien sûr. Okay. Donc ok, j'ai ma génération d'images et tout. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette image, je savais que c'était celle-là qui allait sortir. Pourquoi? Parce que j'ai fixé des paramètres. J'ai cette notion de seed ici. On va revenir dessus, mais les mêmes paramètres génèrent toujours la même image. Il n'y a pas de magie. C'est des calculs mathématiques à la fin. Donc en fait, et les gars qui ont fait Comfy UI sont très malins, puisque tous ces paramètres-là, ils les ont mis dans les données EXIF, donc les métadatas de l'image. Donc ça veut dire que je prends n'importe quelle image qui contient ces métadatas-là, je la remets dans Comfy UI et j'ai le workflow qui a permis de le générer qui apparaît. C'est très intéressant pour apprendre aussi. Okay. Donc là, on a géré notre première image, on est content. On va rentrer un petit peu dans le détail de à quoi correspondaient certains des nœuds. Donc, qu'est-ce que fait Stable Diffusion, en fait? C'est quoi le principe de la diffusion? Il va commencer par une image qui est complètement aléatoire, bruitée, en fait. Okay. Et il a un mécanisme d'étape par étape qui permet d'affiner l'image, c'est-à-dire d'enlever du bruit.
Mais il va enlever le bruit en essayant de correspondre à des indications qu'on lui a données dans le prompt et avec d'autres méthodes qu'on va détailler un peu plus tard. Okay, donc il a appris à partir d'images réelles. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris à bruiter des images. On lui a donné des images, il les a bruitées. Et là, maintenant, il fait le processus inverse. Okay, donc la création, elle est guidée par le texte. Et à la fin, l'image finale produit est plutôt claire. Alors, ça dépend du nombre d'étapes qu'on met et d'un certain nombre de paramètres. Et correspond plus ou moins à ce qu'on a demandé. Là, moi, j'ai demandé une femme qui fait du yoga dans un parc. Bon, ça va. Posture de lotus, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais ce n'est pas ça. Bon, en tout cas, elle est assise. Donc, c'est pas mal. Pardon? Assise en tailleur, par exemple. Mais là, j'ai demandé en posture du lotus. Il faut qu'il n'a pas bien compris. Ah, je suis prof de yoga, c'est pas du tout la même posture. Bon, avançons, parce qu'on va voir que là, on n'est vraiment qu'au début du voyage. Donc là, une des boîtes importantes dans le workflow, c'était le modèle. Donc on appelle aussi checkpoint, enfin, il y a plusieurs formats. Donc on va télécharger le modèle en local sur la machine et ensuite le charger dans la mémoire lorsqu'on va lancer le workflow. Les modèles les plus utilisés par la communauté, c'est Stable Diffusion 1.5 et SDXL, donc pour la version XL du modèle. Okay, il y a d'autres types de modèles qui existent, comme Flux, etc., qui sont plus récents, mais qui ne sont pas basés sur Stable Diffusion. Donc là, je suis sur la partie Stable Diffusion. On a des modèles qui sont affinés, ou fine-tunés, ils peuvent être spécialisés par type d'objet, de sujet, de style. On les retrouve par exemple sur cvti.com. Et là, je vous ai mis une liste de filtres quand on cherche des modèles. Il y en a des milliers. Hein. Et là, avec des images de CVTI. Okay, donc, une fois qu'on a chargé le modèle, on va lui envoyer un prompt. Donc, le prompt, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une association. Ça a été fait avec le modèle CLIP, donc Contrastive Language Image Pre-Training, donc qui a été créé par OpenAI en 2021, à peu près dans les mêmes périodes, okay, et qui associe du texte et des images et qui permet donc d'aider à générer des images qui correspondent à des concepts qui ont été reconnus et appris par Clip. Okay, donc il est sous licence MIT. Il y a la notion de prompt positif et négatif. Donc, prompt positif, on dit ce qu'on veut voir apparaître dans les images, les caractéristiques, les éléments de structure, etc. Et prompt négatif, on dit ce qu'on ne veut pas voir apparaître. Okay. Et puis, il y a une syntaxe qui peut être textuelle. Donc, on fait des longs prompts avec des phrases très longues, etc. Ça marche. On a aussi des prompts qui peuvent être courts, avec des mots-clés en fait, qui sont séparés par des virgules, ici. Et on peut avoir une syntaxe en entourant avec des double parenthèse ou en mettant des poids, de dire je veux que cet élément-là est un poids plus important dans le prompt. Donc je veux que tu te concentres dessus, plus que sur les autres. Okay, donc, puisqu'on parle des prompts, tout de suite je vais vous parler des embeddings ou textual inversion, qui sont des raccourcis en fait pour enrichir le prompt avec des choses qui ont été prédéfinies par la communauté, par les gens qui ont créé ces fichiers d'embeddings. Donc les fichiers d'embeddings, c'est quelque chose qu'on va télécharger également, et on va les référencer en fait dans le prompt pour éviter d'avoir à mettre toute la description, tout le style, toute la particularité et la spécificité qu'apporte l'embeddings dans le prompt et se concentrer sur ce qu'on veut. Donc là, par exemple, j'en ai téléchargé certains, on voit que c'est beaucoup du style. Style de type 3D render, analogue, comics, cyberpunk, fantasy, etc. Okay. Et lorsque je vais lancer la génération, ce prompt va être pris en compte, il va être injecté dans cet embedding va être injecté dans mon prompt pour l'enrichir. Donc là, je vais vous montrer maintenant les choses qui ont été enregistrées, ce sera plus simple. Je suis sur la même, je reprends là où j'étais dans ma démo là, de tout à l'heure, et je rajoute juste cet embedding là, je ne change aucun autre paramètre. Voilà, donc là je lance, là ça n'a pas été accéléré, c'est en temps réel. Donc là, on voit, il est en train de générer l'image. Il a toujours 20 étapes, on va voir, ces notions d'étapes. Et là, on voit, avec aucun autre paramètre qui est changé, effectivement, il y a un style fantasy là, qui est en train d'émerger sur cette posture-là, sur cette image. Voilà. Donc avec les prompts, là, je vois que, et l'embedding, je vois que j'ai accès à différents styles. Là, je vous en ai mis un autre, c'était Vector Art, je crois. Oui, c'est ce qu'on voit ici. Donc, le même prompt, même paramétrage, voilà ce que ça donne. Okay, donc là, on voit la notion de créativité, d'embedding. On peut se créer ses propres embeddings, etc. Okay, et là, j'en ai testé certains en changeant que le fichier d'embedding et on voit la variation et les différents styles que je peux injecter avec cette notion d'embedding dans mes prompts. Okay,
Les prompts, ils ne sont pas que sur des styles. On peut faire d'autres choses à l'aide des prompts. Mais là, moi, ce qui m'intéressait à regarder, c'était cet aspect-là de style. La génération elle-même. Donc là, on va rentrer dans le point qui est important dans Stable Diffusion, c'est cette notion de latent space. En fait, le latent space, c'est un espace vectoriel à des milliers de dimensions, comme les LLM, qui vont représenter l'image. Donc en fait, la génération, elle ne se passe pas au niveau des pixels. Les calculs, ils ne se font pas au niveau des pixels. Tout se fait dans un espace vectoriel. Et dans cet espace vectoriel, on représente les caractéristiques de l'image. Donc le sujet, la couleur, etc. Voilà. Et donc ce que va faire le moteur de génération, il va manipuler des vecteurs, il va faire des opérations mathématiques à base de réseaux de neurones dans cet espace vectoriel, dans cet espace latent. Et c'est fait de manière itérative, comme je l'ai illustré tout à l'heure. Donc, quand on voyait les images, c'est juste j'ai demandé traduis-moi l'image dans l'espace vectoriel en image pour que je vois ce que c'est. Donc, c'était pour illustrer. Mais en fait, tout se passe dans cet espace latent. Et c'est qu'à la fin qu'on va décoder l'image et la régénérer sous forme de pixels. Donc, c'est ce qu'on voit ici au début de ma... Ça marche, ça, ce truc ? Ouais. Donc cette boîte-là, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle charge une image vide. Je lui donne les paramétrages et donc ça crée une image vierge dans l'espace vectoriel latent. Il y a tous les calculs qui sont ici. Et à la fin, une fois que c'est terminé, je décode l'image de l'espace latent en une image en pixels que je peux afficher et récupérer. Ok, c'est clair à ce niveau-là. Le processus de débruitage, je reviens dessus, mais c'est la répétition, c'est ça qui va vous permettre de bien retenir. Donc effectivement, c'est quelque chose qui se fait de manière itérative. On débruite une image qui est complètement bruitée au départ. Avec cette notion de seed, donc la seed, c'est la graine, c'est l'élément aléatoire ou pas qu'on veut donner en entrée de l'algorithme. Et donc, au fur et à mesure qu'on change la seed, donc c'est pour ça que quand on est dans DALL-E ou Midjourney, ou etc., on n'a pas la main sur cette seed-là. Donc en fait, il va prendre une autre seed et il va régénérer une image qui ne ressemble pas du tout, par exemple. Ensuite, on va préciser le sampler. Donc ça, c'est l'algorithme qui va guider la génération itérative des images. Et donc, il y en a plusieurs. J'en ai listé ici, vous voyez. Et ils vont différer en termes de vitesse, d'efficacité. Ils vont être plus adaptés en fonction du modèle, parce que le modèle a été entraîné spécifiquement avec celui-là, ou en tout cas pour être plus efficace avec celui-là. On a les schedulers qui, eux, contrôlent comment le bruit est éliminé à chaque étape. Et ça, pareil, ça impacte la vitesse et la qualité. Et on a d'autres paramètres, c'est le nombre d'étapes. Si on ne met pas assez d'étapes, l'image elle va rester très floue parce qu'elle est encore assez bruitée en fait. Et si on en met trop, on peut faire de l'overfitting, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est trop détaillé, ça commence à partir un peu en sucette. On a le CFG qui est l'adhérence au prompt, donc c'est la force, l'impact qu'a le prompt sur tout le processus de génération. Et on a le pourcentage de denoising, c'est-à-dire qu'on peut décider de ne pas denoiser l'ensemble de l'image. On va le voir, c'est plus intéressant quand on fait de l'image to image. On va y arriver. Donc, je suis content. Je peux modifier la génération. On voit, je peux déjà commencer à tweaker des paramètres, changer l'acide. Ah ouais, elle n'est pas assise en lotus. Attends, je vais essayer encore, etc. Donc là, la posture de lotus, j'ai mis en vert, mais en vrai, bon, ok, elle est assise en tailleur, comme vous l'avez bien remarqué. La posture de l'arbre, il m'a généré ça. Alors peut-être que c'est parce qu'il voit qu'il y a des arbres derrière, je ne sais pas. La posture du chameau, elle a l'air orientale, peut-être qu'il y a des trucs derrière dans le fond, peut-être qu'elle se dit un chameau, je ne sais pas. Et la posture de la chandelle, en anglais c'était shoulder stand, donc se tenir sur les épaules. Alors là, il est parti en sky. Donc, ok, c'est pas suffisant, je ne peux pas contrôler la posture. Donc moi, mon but, c'est contrôler la posture. Je vois que je peux avoir des styles, que je peux générer des trucs, c'est sympa, mais je veux contrôler la posture. Donc comment je peux faire? Et c'est là où j'ai besoin de donner quelque chose en entrée, en fait. Donc je vais lui donner une image en entrée. Je vais dire, base-toi sur cette image, et notamment la posture qu'elle représente, pour générer une autre image, mais qui au moins qui fait cette posture-là. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, on va voir. Donc, une autre démo. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends une image de moi-même, là, vous voyez, qui est ici. Je l'envoie dans un VAE encode. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'en fait, on convertit l'image dans l'espace latent. Okay, je garde les mêmes prompts. Donc là, c'est moi, je suis un homme, a priori. Et je dis, je veux que ce soit une femme. Et je veux qu'elle ait un pantalon bleu, etc. Sinon, j'ai gardé le même prompt. Okay, là, le denoising, comme j'ai donné l'image, je dis, dénoise pas tout, parce que je veux que tu te bases quand même sur mon image.
Okay, donc là, j'ai mis, OK, tu vas changer 55% de l'image en essayant d'aller vers le prompt que je t'ai donné. Okay, et là, sinon, j'ai gardé tous les autres paramètres pareils, le seed, le nombre d'étapes, etc. etc. Okay, donc là, ça avance. On le voit, ça commence à apparaître. Et là, bah oui, on a, alors ça ressemble, ça c'est la même posture, c'est clair. Un truc vert, bon, on voit quand même que c'est plus une femme que moi. Par contre, le pantalon bleu, non. Et puis j'avais dit pas de tapis de yoga, mais ça, il l'a mis quand même. Okay. Donc là, je change, j'ai mis 70% de denoise, juste pour voir ce que ça change. Je dis, bah, change plus de choses, parce que ça ressemble un peu trop à l'image initiale. Donc là, ça avance, ça calcule. Là, c'est pareil, toujours en temps réel, hein, c'est juste, je l'ai préenregistré. Et là, il me génère une image qui est plus intéressante, elle a l'air un peu plus précise, etc. Son pantalon est un peu plus bleu. Par contre, la posture, j'ai un problème, elle avait la tête qui commençait à tourner. Alors moi, je ne voulais pas qu'on tourne la tête sur le côté comme ça, il faut rester dans l'axe. Okay. Donc on voit qu'il va falloir jouer sur un certain nombre de paramètres et qu'on n'a pas une maîtrise complète du processus de génération. Donc ça m'embête. Je vais juste résumer ici ce qui s'est passé. J'ai donné une image en entrée. Elle est transformée en image latente et ensuite on joue sur le débruitage et puis elle est retransformée à la fin en image réelle. Okay. On peut jouer sur le prompt, on l'a vu, en augmentant aussi l'impact, le denoising, pardon. On a des choses qui sont plus précises, mais plus claires au niveau de l'image, mais moins précises par rapport au prompt. Et si je fais l'inverse, c'est-à-dire je commence à modifier l'importance du prompt, bon, on voit que ça part un peu en vrille parce que, alors ok, la posture elle est ok, mais là je suis pas satisfait. Okay, donc c'est des réglages, c'est des compromis qu'il faut faire. Bon bref, moi quand j'ai montré ça à ma femme, elle m'a dit ton truc c'est nul, ça sert à rien, laisse tomber quoi. Donc j'étais un peu deg. Je dis bon attends, je vais chercher quand même s'il y a pas, je peux pas faire d'autres choses. Et j'ai découvert les contrôles nets. Ça, le contrôle net, ça m'a sauvé la vie. Donc ça, c'est des réseaux de neurones spécialisés, en plus, qu'on va rajouter dans le workflow, qui vont permettre de guider de manière supplémentaire le processus de génération en se basant sur une image en entrée. En fait, qu'est-ce que ça fait? Ça prend l'image de référence, ça en extrait des caractéristiques, ça va dépendre du type de contrôle net qu'on utilise. Par exemple, la couleur, la profondeur, la texture, etc. Et en se basant sur ces éléments-là, ça va injecter ça dans l'espace latent et ça va être pris en compte par le processus de génération dans l'espace latent. OK? Clair? Donc ça permet d'avoir une approche hybride avec mon prompt, toujours, qui est là, et des éléments visuels qui sont extraits et qui sont envoyés dans le processus de génération. Et donc on a plusieurs méthodes de contrôle, plusieurs types de contrôle net qui vont sur la structure, la posture, détection des bords, la segmentation, des choses qu'on a vues hein, dans Paint, Paint IANG, quoi. Ça peut être la texture, la stylisation, bref, il y a un certain nombre de choses qui existent. Okay. Donc, sur les contrôles nets, une fois que j'ai fait ça, là ici, j'ai rajouté ce grand boîte bleue dans lequel il y a plusieurs sous-boîtes, mais qui en gros sont les contrôles nets. Okay. Donc là, je lui dis, je veux faire de l'embedding, je veux que tu me fasses un type comics. Okay. Et là, tu vas prendre cette image en entrée là, que je te donne à manger dans le préprocesseur. Donc le préprocesseur, il fait du traitement d'image. Et on le voit, là, je vais lui dire la profondeur. Tu vas m'extraire la profondeur de l'image et tu vas appliquer tout ça au processus de génération, qui maintenant se lance. Donc là, on voit, ça c'est l'image qu'il a utilisée pour envoyer les éléments de profondeur dans le processus de génération ici. Là, ça se passe très vite parce que j'ai accéléré. Et là, ça me donne une image de ce type-là. Donc là, je dis, OK, j'ai mis 100% de denoising. Donc là, j'avais demandé un fond blanc, le fond n'est pas blanc, mais par contre, c'est intéressant. Elle commence à tourner un peu la tête. Là, vous voyez, j'ai mis un denoising à 75%. Ça m'a généré ça. Ok, je lui dis maintenant je voudrais que la femme soit blonde. Ça c'est juste pour montrer qu'on peut commencer à essayer d'avoir un impact sur l'image, quoi. Et pas se retrouver, et je veux un denoising de 80%. Voilà, ça va me générer un certain nombre de choses. Donc on a quand même plus la main. On n'est pas dans Midjourney ou dans Dali où voilà, il génère une autre image et puis on a tout perdu alors que nous on voulait affiner les choses. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs. Il y a tout un tweaking en fait, qui commence à se faire au niveau des paramètres parce que vous voyez, au fur et à mesure qu'on rajoute des boîtes, il y a de plus en plus de paramètres potentiels qu'on peut ajuster, quoi.
Donc, au niveau des préprocesseurs, ben voilà ce que ça donne si on fait du line art, du color map, de l'open pose, de la segmentation, de la profondeur, d'FMAP, etc., etc. Juste une remarque sur open pose, là. Ça, c'est pas mal si on veut avoir des poses genre génériques, mais des poses de yoga, c'est pas assez précis. Ça n'a pas été entraîné pour ça. Donc, moi, j'ai pas fait comme ça. J'ai combiné plusieurs contrôles, puisqu'on peut les enchaîner, en fait. Okay. Et donc, du coup, comme je peux donner une image en entrée, moi, je me suis dit, bah, c'est super. Tout le truc que j'avais fait, que ma femme me disait, mais est-ce que tu fous tes trucs en 3D là et tout? Parce que moi, j'avais trouvé un outil qui s'appelle Just Sketch Me qui permet de modéliser des humains en 3D. Et je m'étais amusé à modéliser plein de postures de yoga en me disant, un jour, je pourrais les habiller. Un jour avec l'IA. Donc le jour il arrive, là, je me dis, bon, ben ok, moi ça me permet d'avoir plusieurs angles de vue. De toute façon, je vais vous le montrer ici, l'outil. Pareil, il est en local. Bon, c'est du SaaS, hein, ça s'appelle un truc. Donc ça, cet outil à la base, ça remplace les mannequins pour les gars qui font du dessin. Vous voyez. Donc là, voilà, j'ai un personnage qui est ici. Et donc moi, en tant que prof de yoga, je suis capable de dire, ah, alors là, je vais lui faire plier le genou, comme ça. Et puis là, je vais lui faire lever le bras sur le côté, etc., etc. Donc là, j'ai passé du temps à faire les positions, dire ah non, là, c'est pas bien précis, etc. Donc ça, c'est ce que je voulais en tant que prof, je suis content. Et puis, je peux prendre l'angle de vue que je veux et puis l'exporter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je me suis fait toute ma bibliothèque de postures, ici. Donc là, voilà, j'ai cette posture-là. Et puis, quand j'ai un angle de vue que je trouve intéressant, je l'exporte soit sous forme d'image, soit sous forme d'image 3D OBJ. Alors, il y a des trucs qui existent en 3D dans Stable Diffusion, mais là, je suis resté sur les images à ce stade-là. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'envoie cette image dans mon workflow. Vous voyez, là, j'ai mis cette fois-ci deux contrôles-nets. Un qui est Canny Edge, c'est la détection de contours, et un autre qui est la profondeur. Et on voit qu'on a un paramètre qui est important, c'est la force du contrôle net. Donc là, on va jouer. Donc là, j'ai dit 40% sur les détections de bord et 30% sur la profondeur. Donc tout ça, c'est des recherches que j'ai faites avec des tests. Et j'ai dit, maintenant, tu te bases là-dessus et tu fais la génération que je t'ai demandé. Donc là, voilà, là, ça commence à devenir plus intéressant parce que là, je maîtrise la posture. Je vais demander un pantalon, la couleur du pantalon, la longueur des cheveux, etc., etc. C'est intéressant. Je change de modèle. Je prends un modèle qui est plus spécialisé en type BD et je renforce tout ça en lui disant, je veux, qu'est-ce que j'ai mis ici? Digital art, comme embeddings. Okay. Et donc là, je régénère la chose. Donc, j'ai changé aucun autre paramètre. Là, j'obtiens quelque chose qui est un peu comme ça. Donc là, je commence à être intéressé parce que je me dis, OK, là, j'ai la maîtrise sur la posture. Bon, il faut tweaker, il faut trouver les bons paramétrages et tout. J'ai la maîtrise sur le style. Je peux facilement changer, la rendre blonde, changer la couleur du truc, etc. Là, je suis content. Donc moi, je me dis, c'est good. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait quand on fait des cours de yoga? On fait des séquences de yoga. Et donc, si à chaque fois, la femme qui est générée, elle n'a pas la même tête, elle n'a pas le même look, il y a un problème. Donc comme je suis têtu, j'ai dit, bon, je vais essayer de voir comment je peux me débrouiller pour qu'elle ait à chaque fois le même visage. Alors là, comment on fait? Là, on introduit la notion de LoRa. LoRa, ça veut dire Low Rank Adaptation. En gros, ça adapte une partie du réseau de neurones au niveau du paramétrage. Plutôt que de tout réentraîner, on va modifier les dernières couches du modèle. Dit simplement, avec mes mots, c'est un patch du modèle. Okay, on patch un modèle. Donc l'intérêt, c'est que c'est des fichiers qui sont beaucoup plus petits. On ne retélécharge pas un modèle entier. Okay, ça utilise moins de mémoire, puis c'est plus facile à entraîner. Okay, l'usage, pareil, ça permet d'avoir des styles spécifiques, des postures, des personnages, etc. Dans le prompt, il faut donner un mot-clé, parce que le modèle, le LoRa, il a été entraîné avec ce mot-clé. Et dans le prompt, quand ce mot-clé-là est détecté, alors le LoRa est activé et on patch le modèle. Okay. Donc, il y a de nombreux LoRa qui sont fournis par la communauté. On voit ici, là, par exemple, ça c'est un LoRa qui modifie le style, vous voyez, en mode plus dessiné, graphite, illustratif, etc. Et il y a des LoRa qui permettent de générer des visages, c'est ça qui m'intéressait, de célébrités, puisque en mode communautaire, qu'est-ce qu'on va partager comme visage? C'est des célébrités. Donc peut-être que vous en reconnaissez certaines ici. Là, je vais montrer un exemple. Donc là, ce que j'ai pris un seul contrôle-net avec une posture, mais je lui ai mis une force très faible. En fait, je veux juste être sûr qu'il va me montrer une personne. C'est pour vous montrer comment, en injectant un LoRa là, dans la partie jaune en haut, dans le processus de génération, et en mettant le mot-clé ici, qui est OHWX Woman. Bon, c'est le mec qui a créé le LoRa qui a décidé d'appeler ça comme ça. OK, donc vous voyez, là, je ne mets que 10%.
Et je lui dis maintenant, génère-moi une image, donc en gros d'une femme, etc., qui est basée sur cette posture-là. Donc là, c'est accéléré, ça génère. Et donc là, on voit, alors, petit indice, en tout cas, il y avait Scarlett dans le nom du Laura, au cas où vous l'aurez reconnu. Donc, et donc là, on voit, j'ai mis d'autres Laura et ça m'a permis de générer. Vous voyez, la pose, elle change parce que j'ai mis que 10%. Vous voyez, vous comprenez? Donc c'est toujours, il faut trouver l'équilibre entre, ouais, je veux avoir impacté ça, mais du coup, ça va impacter le reste. Ok, mais donc avec ça, moi, je suis content parce que je suis capable de faire des trucs comme ça. C'est-à-dire que je reprends ma génération de tout à l'heure avec mes 2 contrôles nets. Là, je maîtrise la posture. Je utilise un LoRa en disant ben, je veux que ce soit, alors qu'est-ce que j'ai mis ici, Scarlett à nouveau, okay, mais je joue sur la force. J'ai un autre LoRa pour lui dire je veux que ce soit un petit peu illustratif, graphique, etc. Et hop, j'envoie la génération, ça me donne des postures de ce genre-là. Okay, donc ça veut dire qu'en jouant sur ces différents paramètres et ces différents composants, les LoRa, etc., je suis capable de générer des choses comme ça. Donc j'ai changé les postures que j'ai données en input, j'ai changé les embeddings, j'ai changé les LoRa, et puis j'ai truqué un peu les paramètres, je suis capable d'avoir ça. Okay. Et donc là, je vous ai montré des exemples différents, mais j'ai quand même une certaine cohérence et identité visuelle, puisqu'à chaque fois, quand je garde le même LoRa d'une personne, elle va avoir un visage qui est à peu près le même. Ça ressemble plus ou moins à la célébrité. Ça, c'est pour ça que j'avais mis 10% seulement dans la démo. Quand je veux plus contraindre l'image, forcément, des fois, ça ressemble un peu moins. Mais en revanche, sur une même série avec les mêmes paramètres, j'ai des visages qui sont cohérents. Et donc, moi, j'ai atteint mon objectif. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que ça utilise des visages de personnes connues. Et ça, c'est gênant, surtout si moi, je veux l'utiliser après. Donc, il y a une astuce de mélanger plusieurs LoRa en disant tu me mets 10% de Scarlett, 12% d'Emma, X% d'un tel. Voilà, on peut toujours faire comme ça. Mais comme je suis quand même un geek, j'ai dit, bah, moi, je vais me faire mon LoRa à moi. Et donc j'ai dit, je vais générer un LoRa qui crée à l'effigie de ma femme. Alors là, ça a été chaud, parce que j'ai d'abord commencé avec une technique qui s'appelle Dream Booth, qui est basée, donc on se base sur un modèle donné, hein, puisqu'on patch un modèle en particulier. Je vais donner 28 images en entrée. J'ai fait 2 époques, c'est-à-dire deux rounds d'entraînement, on va dire. Et je me suis basé sur un Google Colab. Et donc, ça a tourné sur des infras Google. Ça aurait pu être Microsoft. Hein. Bon. Donc, ça a duré 1h30 en remote. Là, je vous ai mis les images les moins pourries que je pouvais trouver. Ma femme, quand elle a vu ça, elle m'a dit, mais c'est qui? Alors, quand on la connaît, on se dit, tiens, il y a un air, ça ressemble un peu, etc. Bon, il y a quelque chose. Les images que je ne montre pas, elle m'a fait jurer de jamais montrer ces images leur public. Okay, donc, je ne les montre pas. Je suis pas fou. Et puis, je voyais bien qu'elle n'était pas contente, et moi non plus, finalement. Je me disais, bon, c'est pas génial. Donc, je vais quand même essayer autre chose. Donc là, j'ai dit, je vais entraîner en local. Je vais entraîner sur cette machine-là, avec un autre outil qui s'appelle Koya SS. Je me suis basé sur un autre modèle qui s'appelle PowerPuff Mix, qui est un modèle dérivé de SDXL. Je vais donner 15 images, donc moins d'images. Par contre, j'ai dit, tu t'entraînes beaucoup plus. Tu fais 20 époques, là, cette fois-ci. Donc là, ça a bien mouliné. Ça a duré 3h30 en local. Et j'ai remarqué qu'en lui précisant qu'il fallait mieux utiliser des embeddings avec le LoRa, j'arrivais à quelque chose d'un peu mieux. Sans embedding, c'est un peu plus pourri. Okay, donc j'arrive à ce genre de choses-là. Bon, elle était moins énervée. Okay. Donc à partir de ça, moi je fais toujours mon modèle. Donc là c'est un exemple là, que je vous montre juste sans faire la posture, etc. Ou alors j'ai créé le modèle AGR, ça c'est son prénom, mais j'ai mis un 3 à la place du E parce qu'il faut des mots-clés qui n'existent pas dans le modèle, etc. pour que ça puisse bien s'activer. Okay. Et voilà, ça génère quelque chose de ce genre-là. Alors si vous connaissez ma femme, bon elle n'est pas tout à fait comme ça, mais il y a un air surtout dans le regard un peu comme ça. Là. Bon, elle n'est pas là. Merde, c'est enregistré. Donc, à partir de ça, moi, je suis capable de faire des choses. Par exemple, je prends une image. Alors là, j'ai dit que je ne le ferais pas, mais c'était pour illustrer d'image d'Internet. J'utilise mes contrôles nets avec des embeddings différents. Et j'ai quelque chose qui ressemble à peu près. Et surtout, j'ai la maîtrise, en fait, sur le personnage et la posture. Et donc, du coup, aussi le style, en jouant avec les embeddings. Donc là, je suis content. Et du coup, ça me permet de faire ce workflow-là. Donc on retrouve la même chose, le LoRa de tout à l'heure, l'image dont je vais extraire la profondeur et les contours
pour avoir le contrôle sur la posture. Donc là, je joue un petit peu sur les paramètres. Et là, je joue sur un paramètre sur lequel je n'avais pas joué avant. C'est au bout de combien de temps le contrôle net s'active et s'arrête. Parce qu'on n'est pas obligé de le faire tourner sur tout le processus de génération. Et ça permet d'avoir plus de finesse en disant je veux bien cadrer la posture au début et après je le laisse créer quand même parce que sinon il a du mal à lui faire les cheveux qui volent au vent ou ce genre de choses-là. Okay. Donc là, je lui dis voilà, je veux que ce soit un embedding de ce type-là, en mode plutôt 3D. Et puis, lancement de la génération. Donc là, on voit bien, l'image, elle n'est plus du tout injectée. On est vraiment que sur du contrôle net. Donc ça génère quelque chose de ce genre-là. Et là, je vous ai montré un autre nœud. C'est pour vous montrer qu'on peut avoir plein de nœuds possibles dans les workflows. Ça, c'est juste un nœud qui fait du traitement d'image qui enlève le fond. Avec un autre modèle, il y en a plein qui existent, etc. Il y a des gens qui sont amusés à essayer de recréer GIMP, Photoshop, ou en tout cas du traitement d'image dans Comfy UI. Bon, pourquoi pas. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut se créer ces workflows. Moi, une fois que j'ai un workflow comme ça, en fait, après, je change l'image en entrée. Je joue un petit peu sur le seed si vraiment ça ne correspond pas tout à fait à ce que je veux, etc. Mais là, tout de suite, je peux commencer à générer ça. Et donc, je peux commencer à générer d'autres postures. Et là, j'ai bien l'identité visuelle. Alors, vous voyez, une tête un peu bizarre, là, celle de la troisième. Là. Je ne sais pas si elle cligne de l'œil, si la posture est trop difficile, mais il y a un truc qui se passe. Mais quand même, là, j'ai quelque chose de sympa. Donc là, moi, je me dis, ouais, super, j'ai réussi. Je crois que je suis allé au bout de ce que je pouvais faire et tout. Et non, parce que je suis allé plus loin et j'ai découvert Face ID. Donc Face ID, ça c'est la notion de IP adapter, Image Prompt Adapter, qui permet aussi, un peu comme les contrôles nets, mais d'une manière un peu différente, d'extraire des choses d'une image et de modifier le processus de génération en conséquence. Okay, donc c'est un réseau de contrôle qui est pré-entraîné, qui est différent de celui du réseau de neurones principal qui est Stable Diffusion, comme les contrôles nets. Et on peut le voir comme une sorte de LoRa à une seule image. On lui donne une image, il prend des concepts, donc il va être spécialisé. Donc moi, ce que j'ai utilisé, c'est Face ID IP Adapter. C'est un modèle qui est spécialisé sur la reconnaissance faciale. Donc là, je lui donne une image, pas 28, pas 3h30 d'entraînement sur un modèle particulier, etc. etc. C'est la galère. Et je lui envoie ça dans un nœud IP adapteur. Donc derrière, bien sûr, il y a plein de calculs, il y a plein de mathématiques qui se font au niveau Python. Il extrait les caractéristiques et hop, il va envoyer ça aussi dans le process de génération. Okay, donc, le LoRa, et il y a un LoRa en plus qui est intégré dans IP Adapter. Donc, c'est tout un système. Donc, derrière toutes ces boîtes-là, il y a énormément de code et d'algorithmes et de calculs qui se font. Hein. C'est pour ça que plus on rajoute des boîtes, plus à un moment donné, les temps de génération, quand même, ils sont un peu plus longs. Donc, c'est pour ça que j'ai accéléré certaines des démos. Quoi. Okay, donc, j'ai utilisé ça en envoyant une image donc, de ma femme dans le système. Et j'ai utilisé Face Detailer. Alors là, cette fois-ci, on est sur du post-traitement. Donc, on est sur du traitement sur l'image une fois qu'elle a été générée. Là, à nouveau aussi, avec des réseaux de neurones, etc., qui ont été entraînés, des modèles spécifiques, qui, lui, il est spécialisé sur améliorer le visage, améliorer le nez, la bouche, etc., etc. Okay, donc là, je lui dis, OK, tu te bases sur cette image en entrée, et en sortie, tu améliores l'image telle qu'elle a été créée. Là, je vous donne un exemple. Vous voyez, là, elle avait une tête quand même chelou. Là, ça va un peu mieux. Bon, le sourire, ils l'ont gardé, parce qu'elle l'avait bien là, dans l'image que j'ai donnée en entrée. Mais les yeux, tout ça, un peu bizarre. Là, ça va mieux. Okay, donc, je vais vous le montrer en exemple. Donc là, embeddings dans le prompt. Contrôle net pour contrôler la posture. Face ID pour contrôler le visage. J'enlève les LoRa, j'en veux plus. Et Face Detailer pour rendre le truc un peu plus sympa. Donc là, on est là. On a la partie bleue, c'est le contrôle net. Là, il y en a deux, mais je les ai mis dans la même boîte. On a cette partie Face ID ici, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je donne l'image en entrée. Et là, on voit à chaque fois, paf, il y a plein de paramètres qui arrivent. Ah ouais, alors quelle force, à quel moment, quel type de modèle tu veux mettre. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut paramétrer à ce niveau-là. J'envoie tout ça dans le cast sampler. Okay, là, j'ai mis un LoRa, mais c'était juste pour changer le style. Ce n'est pas du tout pour le visage. Et donc, on envoie tout ça dans la génération. Là, les contrôles LED, on voit, j'ai repris mes paramétrages. Et là, je lance la génération qui va être accélérée du coup. Donc, il va générer les images préprocessées pour extraire les infos, comme on a vu tout à l'heure. Et là, il génère l'image. J'aimerais que ce soit aussi rapide.
Voilà, donc là on est sur quelque chose qui ressemble plus à ma femme, qui est dans la bonne posture et qui correspond au prompt que j'avais demandé parce que je voulais qu'elle ait un pantalon bleu, un t-shirt blanc. C'est compliqué ces trucs, hein. Ah oui, mais pas manche longue, pas milieu de machin parce que sinon ça ressemble pas. Okay, et là qu'est-ce que j'ai fait? Je lui remets Face Detailer, mais vous voyez en entrée de Face Detailer, je lui mets la sortie du Face ID. Donc il va améliorer, mais toujours en se basant sur l'image que j'avais donnée en entrée de ma femme. Okay, et là on voit ça génère ça. Alors, on voit ou pas très bien. On voit aussi qu'il a détecté le visage et qu'il s'est concentré que sur cette partie. Il ne va pas aller modifier le reste de l'image. Et là, j'ai mis un nœud qui permet de comparer deux images, donc avant-après le Face Detailer. Et donc, bon, si vous voyez bien ici, j'ai zoomé un peu. Là, voilà, on voit que c'est quand même mieux. Voilà. Donc, avec ça, ben, je suis heureux parce que là, je suis arrivé à peu près à mon objectif. C'est-à-dire, je pars d'une image complètement abstraite que moi, je maîtrise, qui est la posture que je veux, sous l'angle de vue que je veux, etc. Je maîtrise donc cette posture-là. Je maîtrise le fait que le visage, ben, il y a une identité visuelle et faciale que moi, je maîtrise aussi et que j'ai pris quelqu'un que moi, je connais, mais ce n'est pas une méga célébrité. Même si, voilà. Et donc, ça me permet bah, de faire des choses comme ça. Okay. Donc là, voilà, j'ai plusieurs types de postures. Donc des fois, c'est pas aussi cool que ça, hein, les générations. Donc des fois, tu te dis, alors sur cette image-là en particulier, je vais changer un peu le contrôle net parce que là, il a été un peu trop fort. Il n'a pas compris que là-bas, c'était un pied, etc., etc. Mais quand même, on a quelque chose, on a un workflow que je vais tweaker peut-être en fonction des postures, mais je suis capable de générer les postures et donc de faire mes séances de yoga comme ça. Okay. Donc là, je suis content. Le truc qui est bien, c'est qu'une fois que je ne suis pas parti sur cette notion de LoRa, parce que le LoRa, vous vous souvenez, c'est un patch à un modèle en particulier. Donc en fait, le LoRa que je m'étais fatigué à créer pendant 3h30 sur mon PC en me disant il faudrait que j'en fasse un encore plus long, encore plus balèze et tout, parce que là, ça va envoyer même ma femme à me dire comment t'as fait bah, le problème, c'est que moi, je change de modèle aussi, parce qu'il y a le modèle qui joue. La manière dont il a été entraîné, etc., bah, ça ne marche pas. Parce que en fait, le LoRa, il a dû être préparé et entraîné pour un modèle particulier. Donc ça, c'était lourd. Et donc, la notion de Face ID, ça m'intéresse parce que c'est complètement indépendant du modèle. Il a son propre modèle et après, il envoie les informations dans le processus de génération. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Et du coup, bah, je suis capable de changer le modèle en gardant exactement le même workflow. Donc là, j'ai gardé le même workflow, j'ai juste changé le modèle. Et là, j'ai pris un modèle type un peu BD, etc., qui s'appelle Cheyenne. Et hop, voilà, ça me donne ça. Alors, hop, il y a un peu de boulot. Mais j'ai mes workflows. J'ai mes workflows et donc là, je suis capable d'aller générer. Et donc là, on retrouve l'identité visuelle. Ça ressemble un peu à ma femme en mode toons, quoi, cartoon, comics. Bon, elle est toujours souriante, vous avez vu, mais ça, c'est parce que la photo que j'avais utilisée, elle a un grand sourire comme ça. Donc ça il l'a bien détecté, le modèle. Mais là, on arrive à quelque chose que je maîtrise complètement. Évidemment, là, on voit que le bleu, là, il a varié en fonction du modèle. En revanche, c'est le même bleu entre les différentes postures. Donc cette notion de cohérence, c'est ça qui est difficile. Donc vous avez vu, là, moi j'étais parti sur une aventure un peu compliquée parce que non seulement je voulais maîtriser la posture, mais je voulais maîtriser la cohérence entre plusieurs images. Et donc ça, on peut le faire que si on rajoute des éléments, si on commence à rajouter des choses dans le workflow. Donc il devient plus complexe, mais une fois que le workflow il est créé, moi après j'envoie des images en masse quoi, dedans. Okay. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut changer aussi le persona. Donc là, je n'ai pas envoyé la photo de ma femme, j'ai envoyé une photo de moi. Bon, peut-être pas un peu plus jeune, mais ça donne ce genre de choses-là. Alors au passage, ce qui est intéressant, c'est que sur certaines des images, j'ai dit non, là, il a quand même du mal à transformer le truc en homme. Donc je vais quand même repartir de mon Just Sketch Me et lui donner exactement la même posture, parce que je peux changer très facilement et dire c'est un homme, mais des fois non. Par exemple, la posture de l'arbre, là, je suis parti de la même image qui est une femme, etc. Et j'ai dit, ben non, voilà, c'est moi, je suis un homme. Alors j'ai changé le prompt, un homme, cheveux courts, pas de lunettes. Super beau, enfin, voilà, ce genre de truc. Donc voilà, ça me permet de générer ce genre de choses-là. Donc là, moi j'ai atteint mon objectif et je me suis dit, tiens, je vais aller partager ça, je vais aller montrer comment on fait de la génération d'images. Donc en résumé, ce qu'on a vu ici dans les techniques, on a vu du text to image, ça c'est ce qu'on fait dans DALL-E, dans tous les mid-journée, etc., qu'on n'a pas forcément. Alors après, il y a des solutions en cloud qui donnent un peu plus de maîtrise sur le truc, mais le truc de base c'est ça, text to image. On ne maîtrise pas complètement ce qui se passe.
On peut jouer sur le prompt, on peut envoyer dedans des embeddings pour maîtriser. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai fait pour tester plusieurs styles. Et me dire, ah oui, alors attends, ouais, bah, du coup, mes postures, je vais plutôt les prendre en mode comics, parce que je trouve que ça passe mieux, etc. Enfin, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté au prompt, j'ai rajouté de l'image to image. Donc, en me disant, tu te bases sur une image, mais vraiment l'image pixelisée, que tu vas me transformer et que tu vas débruiter, mais pas complètement. Donc, ça va me permettre d'avoir plus de maîtrise sur la posture. Mais du coup, j'ai pas de maîtrise sur ce qui va être changé véritablement. On voit que le pantalon, il n'est pas bleu, etc. Et dès que je commence à tweaker, hop, ça part en sucette et elle n'a plus la bonne posture. Okay. On a vu les contrôles nets. Donc les contrôles nets, c'est les réseaux de neurones supplémentaires qu'on rajoute et qui vont permettre d'extraire les caractéristiques des images et de les injecter dans le processus de génération. Donc là, j'ai plus de maîtrise, puisque je suis plus indépendant finalement de l'image que je donne en entrée, et c'est ça que je voulais, et c'est ça qui m'a permis après de donner les images que vous voyez là, qui viennent de Just Sketch Me. Okay. Avec la notion de LoRa, alors un LoRa pour modifier le style par exemple là, ou un LoRa pour modifier l'identité visuelle avec les 28 images là, ou les 15 images dans la deuxième version que j'ai donné en entrée dans l'entraînement. Okay. Et puis à la fin, je laisse tomber les LoRa et je passe sur Face ID. Alors là, j'enchaîne les techniques, donc mon workflow devient un peu plus compliqué. J'ai toujours du prompt, j'ai des embeddings, j'ai 2 contrôles nets. Donc comme je disais tout à l'heure, Open Pose, ça ne marche pas, c'est pas assez précis en fait. Et donc j'ai dit, il faut se baser sur les contours de la posture et en même temps sur la profondeur. Et donc après, à partir des tests que j'ai faits, j'ai trouvé le bon compromis pour que ça se passe comme ça, de la meilleure manière. Et je rajoute un face detailer. Okay. Donc, en conclusion, et après, si on reste du temps, il y aura peut-être des questions. Alors, je peux essayer de faire des démos, mais les démos, elles durent un peu plus longtemps. En conclusion, la génération d'images, pour moi, c'est une science et c'est un art. C'est presque comme le yoga, en vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreux paramètres. On voit bien que les mêmes paramètres génèrent toujours la même image. Donc, c'est des mathématiques. Il n'y a pas de magie là-dedans. Par contre, là où ça peut sembler magique, c'est qu'il y a tellement de paramètres possibles qu'à un moment donné, maîtriser et savoir l'impact de la modification de tel paramètre ou pas, là, ça tient de quelque chose qui est plus créatif ou artistique. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, à force d'avoir joué des trucs, à un moment donné, je me suis dit, ah là, c'est plus le contrôle net. Là, c'est plus au niveau de l'embedding, etc. Parce que c'est avec l'usage, en fait, qu'on se rend compte des choses, quoi. Okay, c'est pour ça que je dis que c'est à la fois une science et un art. Et si on veut maîtriser le processus et l'image qui va être générée, forcément, il faut rajouter quelque chose. Donc, il faut donner plus de choses en input. Par exemple, une image juste pour la posture, ou plus de nœuds pour aller faire des traitements supplémentaires. Okay. Mon cas d'usage, il est implémentable. Moi, j'ai des images qui sont précises et qui sont homogènes. Donc, waouh, je suis content. Et cerise sur le gâteau, moi, je peux gérer de l'inclusivité sur les images que je vais générer. Parce qu'après, j'ai juste à changer un peu le prompt. Il y a des LoRa qui peuvent gérer aussi la taille, le poids, la couleur, etc., de manière encore plus précise que juste dans le prompt. Mais très, très facilement, je peux générer des images comme ça, quoi. Et donc ça, super, quand on est prof de yoga et qu'on veut communiquer, etc., ça permet d'avoir quelque chose qui est plus propre, quoi. Et premier cas d'usage concret de ça, en avant-première, puisque ma femme et moi, on écrit régulièrement des séances de yoga en fait dans un journal, qui est un journal de spécialistes, qui s'appelle le Journal du Yoga. Alors ça existe, c'est papier, c'est online aussi, mais c'est sur abonnement, c'est surtout des profs et des associations, etc. qui le lisent. Et donc là, la séance là qui va sortir, le numéro, il sort là dans les jours qui viennent. J'ai réussi à convaincre le rédac chef de dire, écoute, plutôt que à chaque fois, on est obligé de se déplacer, d'aller dans le studio pour prendre les photos, pour avoir le bon éclirage, etc. Et puis quand on a oublié de prendre une photo, on dit, oh, merde, on a oublié de prendre la photo. Vite, faut que tu y retournes, mais alors avec le même t-shirt. Le même t-shirt la dernière fois. Bon, tant pis, on va enlever la posture de la séance parce que c'est trop compliqué, etc., etc. Là, je l'ai convaincu parce que l'idée de l'IA, ça le faisait marrer un petit peu. Je lui ai dit, écoute, moi, ce que je te propose, c'est de proposer des images, mais qui ont été retouchées par l'IA. Donc en fait, là, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des photos de ma femme dans le salon avec un vieux téléphone tout pourri, sans lumière. Erreur, parce qu'après, c'est plus facile quand même de générer si tu as une bonne image en entrée, mais je voulais faire le test, et voilà, il a accepté de publier la séance dans le journal. Donc là, on est content, super. Et en conclusion de la conclusion,
Il y a un truc dingue que j'ai découvert. Comme je disais, c'est un peu comme le yoga, la génération d'images. Le Yoga Sutra, c'est un bouquin hyper important dans le yoga, enfin un des bouquins qui décrit des choses, on va dire, sous forme d'aphorismes, des sutras. Et il y a un sutra qui est important, qui est dans le livre 2, c'est le sutra 46, qui dit « La posture de yoga doit être stable et confortable ». Alors, je ne sais pas s'ils ont fait exprès, mais stable, moi, c'est Stable Diffusion, et confortable, c'est Comfy UI. Et là, j'étais là, je fais « Putain, merde !» Ce truc de fou. Donc merci pour votre attention. J'ai mis ici un QR code que j'ai généré avec un autre workflow. Un jour, je viendrai peut-être expliquer comment j'ai fait ça. Ça, c'est un vrai QR code normalement qui marche, même si on voit qu'il y a ma tête qui bouge un peu dedans. Donc là, on retrouve des contrôles nets, des trucs, des machins et tout pour générer ce QR code-là. Okay, donc, vous allez confirmer si ça marche vraiment. Ça dépend. Parce que comme il bouge, des fois, c'est un peu compliqué. Donc vous pouvez aller là, c'est rafiki.github.io, comme ça vous pourrez me suivre. Et quand je publierai les slides de la conférence, vous pourrez les récupérer. Voilà. Ou quand ce sera filmé, ce sera encore plus simple parce que vous aurez les démos. Et surtout, merci aux sponsors. Voilà, merci de votre attention. Je ne sais pas si on a du temps pour les questions.